Bon, je pense qu'en étant 17h36, on va commencer ce webinaire. Donc, je donne la bienvenue à tout le monde, à tous et à toutes, à ce webinaire sur la situation des jeunes entrepreneurs au Québec. Et donc, ce webinaire est organisé par la chaire Réseau de recherche sur la jeunesse du Québec, avec l'Institut de recherche sur les PME, les petites et moyennes entreprises, la chaire de recherche du Canada également sur la carrière entrepreneuriale, et avec notre partenaire Ose Entreprendre, un organisme qui travaille sur l'esprit d'entreprendre, la motivation d'entreprendre, comme on va écouter plus tard. Donc, je m'appelle Maria-Eugénia Longo, je suis professeure à l'Institut national de la recherche scientifique. Et je suis aussi également directrice de l'Observatoire Jeune Société, un organisme qui travaille sur la jeunesse depuis 20 ans. Et depuis 1 an et demi, co-titulaire de la chaire Réseau de recherche sur la jeunesse du Québec, donc celle qu'on appelle la CRJ. Donc, la CRJ, pour vous donner une idée, et pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est un réseau de chercheurs et de partenaires, créé depuis plus ou moins 1 an et demi, avec plus de 120 chercheurs et plus d'une soixantaine de partenaires, tous intéressés à réfléchir, à discuter autour des problématiques qui affectent la vie des jeunes du Québec et ailleurs aussi, parce qu'on les met en perspective. Donc, c'est une chaire de recherche créée avec un double objectif, je dirais. D'un côté, produire la connaissance sur des problématiques qui affectent la vie des jeunes sur différentes sphères de vie, mais en même temps, avec l'objectif de renforcer l'arrimage entre la connaissance scientifique, les actions gouvernementales, l'intervention sur les milieux et les jeunes eux-mêmes concernés par ces problématiques. Donc, ces webinaires, je veux juste dire rapidement que ces webinaires est conçu dans ces cadres. Dans les cadres de cette CRJ, cette chaire de recherche qui essayait de provoquer une analyse de deux mondes autour de l'entrepreneuriat et la jeunesse, deux mondes qui ne se côtoient pas toujours. Donc, notamment du point de vue de la connaissance scientifique, un peu moins du côté de l'intervention, la jeunesse et l'entrepreneuriat ne sont pas toujours dans la même salle en train de discuter des interventions, des pratiques, des problématiques, des difficultés ou des soutiens. Et c'est dans ces cadres-là que nous avons conçu ce projet d'analyse, un rapport inédit, puisqu'il n'existe pas des rapports de ces sortes-là pour le Québec, sur les jeunes du Québec. Et donc, j'ai eu des complices comme Étienne Saint-Jean et Marc Duhamel, professeurs à Trois-Rivières, qui ont pris les défis, ils se sont mis à travailler pour produire les rapports dont les résultats, vous allez prendre connaissance dans quelques minutes. Donc, je ne vais pas tarder avec cette introduction, juste vous dire que ce webinaire est organisé de la manière suivante. Une présentation des résultats du rapport sur l'entrepreneuriat des jeunes au Québec par les professeurs Marc Duhamel et Étienne Saint-Jean de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et ensuite, nous aurons une table ronde de luxe avec deux panélistes de luxe. Manon Théberge, présidente directrice d'Ose Entreprendre, un organisme qu'elle présentera un peu plus de manière développée plus tard, ainsi qu'une jeune entrepreneur, fondatrice d'une entreprise qui s'appelle Renard Bleu, Evelyne Lalancette. Donc, la table ronde qui va suivre la présentation des résultats de mes collègues de Trois-Rivières va inclure les auteurs du rapport, Madame Théberge, Madame Lalancette, et avec une courte présentation. C'est à partir de là que va ouvrir aux questions et à la période des questions. Donc, je vous invite pourtant à poser vos questions tout au long de ce webinaire sur le chat. Aussi, je vous remercie de mettre votre appartenance pour qu'on puisse, il y en a beaucoup d'inscrits, beaucoup de participants, donc ça va permettre aussi de contextualiser
Je suis pas sûre je suis sûre que les résultats, les présentations de Madame Teberge ainsi que les présentations de Madame Lancette vont susciter beaucoup de commentaires et des questions. Je vous invite à les poser tous sur le chat. On essaiera de choisir s'il y en a beaucoup, mais on essaiera de tout regarder pour pouvoir faire une belle discussion de ces questions. Et juste avant de passer la parole à mes collègues de Trois-Rivières, je voudrais vraiment vous remercier pour votre participation aujourd'hui. On a cru à un moment donné avec les confinements que ça n'allait pas être possible de parler d'autre chose que de la COVID et d'un coup on se retrouve vraiment à vouloir faire avancer les questions qui touchent les problématiques, les sphères de vie, les activités des jeunes du Québec, cette fois-ci l'entrepreneuriat et l'emploi de jeunes. Donc, je vous remercie pour votre participation, votre enthousiasme avec tous les messages qu'on a reçus au préalable. Et je passe la parole à Étienne Saint-Jean et à Marc Duhamel pour qu'ils commencent leur présentation des résultats que vous avez hâte, j'imagine, d'écouter. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Eugénia. Bonjour à tout le monde. Merci à la chaire de recherche sur la jeunesse d'avoir organisé ça. On nous a lancé en fait presque le défi de produire le premier rapport sur la jeunesse au Québec avec les données du Global Entrepreneurship Monitor qu'on va vous présenter prochainement. Alors, c'est un beau défi, puis je suis bien content aujourd'hui qu'on ait l'occasion de vous le présenter. Dans les prochaines minutes, évidemment, on va vous présenter les faits saillants. Il y a beaucoup trop de diapositives. On va passer très, très rapidement sur ces diapositives-là. N'hésitez pas si vous avez des questions, comme le disait Eugénia, soit dans le chat-room ou soit tout simplement à la période de questions. On pourra revenir sur certains résultats puis aller un peu plus en profondeur. Le rapport est actuellement disponible sur le site du consortium GEM. On va donner l'adresse à la fin, puis je vais sans doute le partager aussi sur le chat-room aussi, fait que vous pourrez le partager, le lire évidemment et le partager. Donc, voilà. Donc, moi, je suis de l'Université du Québec à Trois-Rivières, membre de l'Institut de recherche sur les PME, comme mon collègue Marc Duhamel. Et donc, voilà. On débuterait tout de suite. Marc, je ne sais pas si ça te convient. On débuterait immédiatement. Oui, ça me convient parfaitement. Avec le nombre de diapositives, je crois le plus rapidement qu'on part, le mieux ça va être. C'est bon. Alors, j'essaie de partager mon écran. Je pense que c'est bon. Oui, c'est très bien. Excellent. Parfait. Donc, voilà. Très rapidement, comme on le mentionnait, on va vous présenter l'évolution de la situation des jeunes entrepreneurs au Québec. En fait, il faut savoir que ça fait quand même plusieurs rapports qu'on produit sur la question. Depuis 2013, en fait, on produit des données sur l'entrepreneuriat au Québec et ça fait partie d'un consortium de recherche internationale, là, comme vous allez voir dans les prochaines minutes. Donc, on a différents rapports qui sont disponibles aussi, là, que vous pourrez télécharger au besoin. On en a un aussi qui va sortir en 2019, là, un rapport qui va sortir en 2020, mais pour les données de 2019, sans doute au tournant de septembre. Et évidemment, bon, on aura sans doute aussi des données à présenter dans un contexte de pandémie, comme il faisait référence Eugénia. On est en train de collecter des données. Là, on prépare notre collecte de données sur l'entrepreneuriat actuellement. Donc, on aura éventuellement un rapport sur l'impact de la pandémie sur l'entrepreneuriat au Québec à venir. Donc, voilà, je laisserai peut-être en guise d'introduction parce que certains connaissent le produit, connaissent le consortium de recherche, mais peut-être pour faire une présentation un peu plus approfondie, je laisserai donc la place à une vidéo qui présente le consortium. Alors voilà.
Ça va mieux, effectivement, avec le son. Merci, Eugénia. Donc, voilà, comme vous venez de le voir, donc ça résume c'est quoi le projet du Global Entrepreneurship Monitor. C'est une enquête annuelle qui est faite dans plusieurs pays. Au Canada, on a plus de 2000 répondants à une enquête qui est l'enquête auprès de la population adulte qui est faite à chaque année. Et on a aussi un panel d'experts qui sont sélectionnés à chaque année là, pour témoigner de l'écosystème entrepreneurial et de l'appui qui est offert aux entrepreneurs. Alors, donc, on a une méthodologie essentiellement qui est basée sur moitié-moitié téléphone et panel Internet. Le téléphone, c'est 80-20 au niveau des lignes fixes et des lignes mobiles. Fait qu'on s'assure de rejoindre le plus possible les répondants et surtout d'avoir un échantillon représentatif de la population qui est par la suite, donc, pondéré selon le sexe, la scolarité, l'âge et la province. On a une marge d'erreur de moins de 5 19 fois sur 20. Là, donc, rapidement, c'est les stats. Comme on fait un portrait annuel, ce qu'on fait, c'est qu'on classe les différents répondants aux étapes du processus entrepreneurial. Alors donc, globalement, tous les répondants sont des entrepreneurs potentiels d'une certaine façon. Alors, il y a plein de questions qui s'adressent à l'ensemble des gens qu'on contacte, l'ensemble de la population canadienne. Et on veut voir au travers de ça les croyances et les attitudes en lien avec l'entrepreneuriat pour voir dans quelle mesure, donc, que c'est une carrière valorisée, qu'il y a de l'appui à l'égard des entrepreneurs dans la population et ainsi de suite. Ensuite viennent les intentions. Donc, il y a certaines personnes au Canada qui ont l'intention de démarrer une entreprise, donc ils sont catégorisés dans cette catégorie-là et donc on peut estimer les taux d'intention d'entreprendre. Et il y a des gens qui vont un peu plus loin, puis donc qui vont démarrer une entreprise. D'abord, ils vont faire des efforts visant le démarrage d'une entreprise. On va les appeler les entrepreneurs naissants. Et quand ils vont réussir à verser des salaires, on va considérer que c'est des nouveaux entrepreneurs. Et donc, les naissants, donc ceux en processus de démarrage et les nouveaux entrepreneurs, on appelle ça l'entrepreneuriat émergent. Fait que c'est des entrepreneurs qui sont en train de démarrer ou que l'entreprise est nouvellement démarrée depuis moins de 42 mois à verser des salaires. Et donc, on va revenir souvent là-dessus, là, sur l'idée d'entrepreneurs émergents. Donc, c'est des gens en processus et nouvellement établis à qui on fait référence. Et c'est des entrepreneurs, donc, qui ont encore, disons, des efforts à faire pour que l'entreprise devienne établie, qui sont la dernière catégorie qui nous intéresse. Et il y a aussi, évidemment, à chaque année, des fermetures d'entreprises qu'on ne va pas aborder dans ce rapport-là, mais qui, évidemment, font partie du processus entrepreneurial. Peut-être quelques mots sur le contexte, puis là, je vais prendre la parole au nom de Marc, mais c'est Marc l'expert et pourra rectifier le tir au besoin. Mais en fait, le contexte économique de la période qui est couverte de 2013 jusqu'à 2018, essentiellement, comme vous pouvez le voir, c'est un contexte où le taux de chômage était excessivement bas. Hein. On parlait au Québec dans les dernières années d'une pénurie de main-d'œuvre. Et évidemment, dans quelle mesure la pénurie de main-d'œuvre affectait davantage les jeunes que les plus vieux, évidemment. On n'est pas allé dans ce détail-là, mais globalement, il y avait énormément d'emplois disponibles pour les gens aptes à travailler. Et on voit aussi au niveau de la courbe là, que l'augmentation de la rémunération était plus grande au cours de la période au sein du Québec que dans le reste du Canada. Et donc, le chômage aussi était plus bas au Québec que dans le reste du Canada. Donc, autrement dit, il y avait quand même beaucoup d'attrait pour le marché du travail pendant cette période-là. Et on le sait fort bien, dans le fond, dans une logique occupationnelle et professionnelle, s'il y a beaucoup d'opportunités d'emploi bien rémunérées sur le marché, évidemment, ça peut empêcher des gens qui auraient peut-être des projets de vouloir se lancer en se disant ben, j'ai un bon emploi, puis donc je vais profiter de ce qu'on m'offre sur le marché du travail pendant que ça passe. Et donc, ça peut réduire donc l'activité entrepreneuriale. Il faut bien comprendre le contexte, puis je pense qu'il y a une partie des résultats qu'on va vous présenter qui doivent être interprétés à la lumière de ce contexte-là, qui est beaucoup plus complexe que ce qu'on vous présente là, mais c'est peut-être la principale ligne directrice là, qui peut expliquer en grande partie ce qu'on a observé dans nos données. Donc, on va passer tout au long de la présentation au travers des différentes étapes du processus entrepreneurial, en débutant un peu plus sur les attitudes, la culture entrepreneuriale, et après ça, sur un peu plus le rapport personnel à l'entrepreneuriat, jusqu'à l'intention d'entreprendre, à l'activité entrepreneuriale et ainsi de suite. Donc, on va aller de plus en plus précis sur les jeunes entrepreneurs en tant que tels.
Donc, en termes d'attitude, puis comme je disais, je vais passer très rapidement, je vais vous donner les questions au fur et à mesure qui ont été posées pour que vous compreniez à quoi on fait référence. Et après ça, je vais présenter très rapidement les taux et les graphiques de chacune de ces questions-là pour avoir une idée, donc, de quoi il en retourne en termes d'indicateurs dans le rapport. Donc, au niveau des attitudes entrepreneuriales, première question, on demande aux gens s'ils considèrent que la création d'une nouvelle entreprise, c'est un choix de carrière désirable. On veut savoir, dans le fond, si la carrière est valorisée d'une certaine façon. Ce qu'on a constaté au niveau des 18-24 ans au cours de la période, donc 2013 à 2018, comme vous le voyez, et vous allez voir, c'est assez simple. Là. Le bleu, c'est le Québec, le rouge, c'est le reste du Canada. Fait que c'est assez cliché, mais facile de s'en rappeler. Donc, on voit donc l'entrepreneuriat en tant que bon choix de carrière est en déclin depuis 2014 là, chez les jeunes du Québec, 18-24 ans, et au reste du Canada, il est en hausse. Au niveau des 25-34 ans, relativement stable, léger déclin au Québec, relativement stable aussi dans le reste du Canada. Ça ne bouge pas beaucoup d'une année à l'autre. Au niveau de la visibilité des entrepreneurs dans les médias, donc, ça disait au Canada, on voit souvent des histoires dans les médias portant sur des nouvelles entreprises qui ont réussi. C'est dans quelle mesure, donc, il y a de la visibilité pour l'entrepreneuriat dans les médias. On voit que c'est très, très stable, Québec, reste du Canada. Le Québec un peu en dessous que le reste du Canada pour les 18-24 ans. Et c'est sensiblement la même chose, voire identique pour les 25-34 ans. Donc, ça ne bouge pas beaucoup sur la période étudiée. Au Canada, ceux qui réussissent à créer une nouvelle entreprise ont un statut élevé et le respect des autres. C'est dans quelle mesure on valorise donc aux yeux de la population, on valorise ceux qui réussissent en entrepreneuriat. Là, au Québec, on a eu donc un léger déclin, mais qui tend à remonter au cours de la période. Le reste du Canada est resté très, très stable. Donc, on est revenu à peu près au niveau initial de 2013. Il n'y a pas de très grande variation, là, disons, depuis 2014, sauf peut-être une lente remontée pour les 18-24 ans. C'est à peu près la même chose, je dirais, pour les 25-34 ans aussi. Donc, pas des changements drastiques, c'est relativement stable, légère hausse de ce côté-là au niveau du statut élevé des entrepreneurs 25-34 ans. Donc, si on compare le reste du Canada et le Québec sur les différentes dimensions qu'on vient d'aborder, donc, ce qu'on peut voir essentiellement, ce qu'il faut retenir, là, il y a peut-être deux questions qu'on n'a pas vues dans les données précédentes parce qu'on n'avait pas toutes les informations sur la période, puisque ce sont des questions qui ont été ajoutées récemment par le consortium. Et on les voit, là où est-ce que les flèches, c'est la facilité à démarrer une entreprise. Et donc, pour cette question-là, ce qu'on voit, c'est que les 18-24 ans, beaucoup plus faible facilité perçue à démarrer une entreprise que les 25-34 ans. C'est un peu normal parce qu'évidemment, plus on avance au niveau professionnel, on devrait trouver peut-être un peu plus facile de démarrer une entreprise parce qu'on acquiert de l'expérience sur le marché du travail. Mais ce qui est un peu embêtant, c'est que quand on regarde juste à côté le reste du Canada, les taux entre les 18-24 et les 25-34, il est identique. Donc, il semble juste avoir au Québec cette espèce de retard-là, si on veut, là, auprès des plus jeunes qui estiment que ce n'est pas si facile que ça de démarrer une nouvelle entreprise. Fait qu'il y a peut-être du travail à faire de ce côté-là. Puis l'autre question qui est nouvelle, qui est l'entrepreneuriat social en tant que tel, ce qu'on remarque, si vous regardez les deux bandes du Québec, beaucoup plus élevées que les deux bandes du reste du Canada. Et donc, plus de visibilité accordée aux entreprises de l'économie sociale au Québec que dans le reste du Canada. Et en particulier, l'écart est particulièrement grand chez les 25-34 ans, où non seulement au Québec, c'est là où il y a le taux le plus élevé de visibilité accordée aux entreprises de l'économie sociale, mais quand on compare avec le reste du Canada, c'est pas du simple au double, mais tout près. Là. Fait que, donc, il y a beaucoup plus de visibilité perçue dans cette clientèle-là des 25-34 ans, ce qui, d'une certaine façon, est une bonne chose parce que ce sont des entreprises qui sont quand même assez solides, pour lesquelles il fait bon travailler. Il y a certaines études qui confirment ça. Donc, d'une certaine façon, on peut dire que c'est une bonne nouvelle de ce côté-là. Quand on regarde, là, ce qu'on a fait dans ce graphique-là, il y a beaucoup d'infos, puis il va revenir à 2 reprises. Fait que je vous l'explique là, pour que vous puissiez bien saisir ce qu'on a fait comme analyse. C'est qu'on a pris toutes les différentes tranches d'âge de
18-24, 25-34, 35-44, 55-64. Et donc, vous avez les différentes couleurs. Les plus jeunes sont en bas en jaune. Le groupe d'âge suivant, un peu plus vieux, 25-34, en bleu par-dessus, et ainsi de suite. Et ce qui est intéressant à regarder dans ce graphique-là, c'est les taux, c'est-à-dire les chiffres. Je ne sais pas si vous les voyez bien, mais je vais vous les expliquer si vous ne les voyez pas bien, ou vous pourrez consulter le rapport aux besoins aussi. Mais par exemple, on a vu tantôt l'entrepreneuriat en tant que bon choix de carrière. Ce qu'on remarque, c'est que chez les plus jeunes, donc la partie jaune en bas au Québec, c'est 67,9 % qui estiment que c'est un bon choix de carrière chez les 18-24 ans. Et ce taux-là augmente et augmente par tranche d'âge jusqu'à atteindre 84,8 % chez les plus âgés. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que plus on avance en âge au Québec, plus on estime que l'entrepreneuriat est un bon choix de carrière. Phénomène super intéressant. Dans le reste du Canada, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que la carrière est beaucoup plus valorisée en proportion chez les plus jeunes et donc elle est beaucoup moins valorisée chez les plus vieux. Et donc, ça décline tout au long, dans le fond, jusqu'aux plus jeunes, où là, non, pardon, ça augmente jusqu'aux plus jeunes dans le reste du Canada qui estiment que c'est une carrière qui est un bon choix de carrière. Donc, phénomène un peu particulier. Le Québec semble un peu différent de ce côté-là avec le reste du Canada. Au niveau de l'attention accordée aux médias, on voit que c'est dans la tranche d'âge des 35-44 ans au Québec où il y a le plus d'attention accordée aux médias. En tout cas, c'est la perception que les gens de ce groupe d'âge-là ont. Alors que dans le reste du Canada, c'est un peu plus jeune où on estime qu'il y a beaucoup d'attention médiatique. C'est dans les 25-34 ans. Peut-être un autre fait saillant aussi, au niveau de la facilité à démarrer une entreprise, on voit assez grandement l'écart entre les 18-24 ans et 25-34 ans au Québec, où le groupe d'âge, dans le fond, qui estime que c'est le plus facile au Québec pour démarrer une entreprise, c'est le groupe justement des 25-34 ans, alors que dans le reste du Canada, c'est à peu près équivalent pour toutes les autres tranches d'âge. Puis peut-être finalement, au niveau de l'entrepreneuriat social, il y a vraiment un point culminant avec les 25-34 ans au Québec, alors que dans le reste du Canada, c'est les plus jeunes qui voient les entreprises d'économie sociale, puis les plus vieux ne les voient pas tellement, les entreprises d'économie sociale. Donc, les constats, faible différence de culture entrepreneuriale entre les jeunes Québécois et ceux des autres provinces, beaucoup de valorisation de l'entrepreneuriat comme bon choix de carrière chez les 25-34 ans en particulier. Puis il y a une baisse chez les 18-24 ans au niveau de l'attrait pour l'entrepreneuriat. Puis la culture entrepreneuriale des jeunes est moins prégnante que chez les plus vieux, donc les plus vieux des plus jeunes, là, donc les 25-34 ans. Là, maintenant, si on avance dans le processus, c'est le rapport personnel, dans quelle mesure les gens, dans le fond, s'engagent un peu plus ou estiment qu'ils ont les compétences. Comme la première question, connaissez-vous personnellement quelqu'un qui a démarré une entreprise au cours des dernières années? Donc, celle-là, c'est l'idée de réseautage avec d'autres entrepreneurs. Et on sait que le fait d'être en contact avec des gens qui démarrent des entreprises, ça démystifie l'entrepreneuriat et ça permet aussi d'encourager donc d'autres personnes à s'engager dans le processus. Donc, on voit quand même une hausse constante au Québec au fil des dernières années, sauf en 2018 où il y a eu vraiment tout un déclin, alors que dans le reste du Canada, hausse constante sur la connaissance d'un entrepreneur. Alors, c'est comme si en 2018, là, les jeunes de 18-24 ans étaient beaucoup moins en contact avec des entrepreneurs qu'avec les années précédentes. Difficile d'expliquer ce phénomène-là, mais on va le voir sur plusieurs indicateurs. 2018 au Québec n'a pas été une année exceptionnelle, disons, pour la culture entrepreneuriale. Il semble avoir eu un changement de ce côté-là. Je ne sais pas si c'est parce que c'était une année électorale que les gens étaient préoccupés à d'autres choses que l'entrepreneuriat, mais c'est peut-être un des aspects, et en plus avec la pénurie de main-d'œuvre qui peut jouer. Au niveau des 25-34 ans, par contre, pas de baisse importante au niveau de la connaissance des entrepreneurs. Ça suit une courbe croissante comme le reste du Canada. Ça, cette question-là est particulièrement importante. C'est dans quelle mesure les gens estiment qu'ils ont les connaissances et les compétences et l'expérience requises pour démarrer une entreprise. Et ça, ce sentiment de compétence-là est super important parce que les gens qui n'ont pas confiance en leurs habiletés ne vont généralement pas démarrer une entreprise, ils vont laisser ça aux autres. Donc, c'est une des étapes, un des aspects très importants pour envisager l'entrepreneuriat pour soi. Et donc, on voit
passablement de fluctuations, mais une hausse assez marquée pour le Québec jusqu'en 2017 et un déclin en 2018, alors que dans le reste du Canada, ça fluctue, mais globalement, ça augmente. Et ça, c'est pour les 18-24 ans. Chez les 25-34 ans, relativement stable dans le reste du Canada, contrairement au Québec qui a augmenté jusqu'en 2017 et qui a décliné grandement en 2018. Donc, on voit encore 2018 ne semble pas être une excellente année de ce côté-là. Au cours des 6 prochains mois, est-ce qu'il y aura de bonnes occasions pour démarrer une entreprise dans la région où vous vivez? C'est dans quelle mesure les gens voient des opportunités d'affaires dans leur région. Et là, relativement stable au Québec au fil des ans, même chose dans le reste du Canada au niveau des 18-24 ans. Et c'est à peu près le même scénario, quoiqu'une légère hausse, disons, plus marquée au Québec dans les dernières années, avec le reste du Canada qui est relativement stable chez les 25-34 ans. La crainte de subir un échec vous empêcherait-elle de démarrer une entreprise? On voit que ça fluctue d'année en année, mais on voit qu'il y a une peur de plus en plus grande de l'échec chez les 18-24 ans. Et alors que le reste du Canada, ça fluctue, ça a augmenté, mais ça l'a rediminué en 2018. Chez les 25-34 ans, là aussi, ça semble augmenter graduellement au fil des ans, autant pour le Québec que le reste du Canada, mais ça fluctue, autrement dit, d'une année à l'autre. Peut-être quelques faits saillants au niveau de ces variables-là. La connaissance d'un entrepreneur, quand on compare Québec avec le reste du Canada, selon les groupes d'âge, on voit clairement que les 18-24 ans au Québec connaissent quand même relativement beaucoup moins d'entrepreneurs. Puis quand on compare avec le reste du Canada, l'écart est beaucoup plus grand, alors que le reste du Canada, l'écart est beaucoup plus petit. Et au niveau des compétences perçues, on voit globalement les deux bandes, 18-24 ans et 25-34 ans du Québec, sont plus basses que dans le reste du Canada pour les deux bandes respectives également. Donc, c'est peut-être les principaux faits saillants à retenir de cette section-là. Et au niveau des comparaisons avec les différents groupes d'âge, pas nécessairement de grands faits saillants à retenir, si ce n'est peut-être que complètement à droite, au niveau de la peur de l'échec, on voit que la peur de l'échec semble culminer là, au Québec dans le groupe d'âge de 25-34 ans, alors qu'elle arrive un peu plus tard, le point culminant, si on veut, arrive un peu plus tard dans le reste du Canada pour le groupe d'âge des 35-44 ans. Et c'est un peu surprenant au Québec que ce soit si tôt. Sans doute que pour une certaine partie des gens, c'est peut-être les conditions de travail qui font qu'ils estimeraient qu'ils ont davantage peur de l'échec parce qu'ils ont déjà des bonnes conditions de travail ou donc peut-être que les conditions économiques font en sorte qu'ils ont plus ou moins d'attrait à démarrer une entreprise puis ils ont peur de l'échec. Mais d'habitude, ce qu'on observe, c'est un peu plus tard en carrière, quand les gens ont acheté une maison, quand les gens sont très engagés dans leur carrière, c'est plus dans ces zones-là, le 35-44 ans, où la peur de l'échec est la plus grande parce que les gens ont des investissements, les gens ne veulent pas perdre ce qu'ils ont acquis jusqu'à maintenant. Alors, peut-être ce fait saillant-là à noter au niveau des jeunes. L'indicateur assez important, l'intention d'entreprendre au cours des 3 prochaines années. Prévoyez-vous démarrer une nouvelle entreprise seule ou avec d'autres personnes, y compris tout type de travailleurs autonomes? On voit que pour les 18-24 ans au Québec, ça fluctue grandement d'une année à l'autre. On note le déclin particulier entre 2017 et 2018, alors que dans le reste du Canada, c'est une lente progression avec, au contraire, une progression marquée en 2018 de l'intention d'entreprendre des plus jeunes. Et au niveau des 25-34 ans, à peu près le même phénomène, hausse au Québec plutôt constante, bien que ça fluctue et baisse en 2018. Dans le reste du Canada, hausse relativement constante et pas nécessairement de déclin en 2018. Donc, voilà. Ça fait le tour. Déclin des compétences perçues de l'intention en 2018, hausse de la peur de l'échec et peur de l'échec particulièrement marquée chez les 25-34 ans, plutôt que dans les 35-44 ans dans le reste du Canada. Donc, c'est peut-être les principaux constats qu'il faut faire de ce côté-là. Alors, je céderai la parole à Marc qui va poursuivre avec l'activité entrepreneuriale des jeunes. Bonjour tout le monde. Oui, c'est ça. Écoutez, comme Étienne l'a montré, toutes les étapes préliminaires à l'activité entrepreneuriale au Québec, on voit là, vraiment, il y a une progression. Moi,
moi, comme économiste, comment j'interprète ça? C'est l'amélioration générale de l'économie du Québec, puis proportionnellement au reste du Canada. Ça, c'est l'économie québécoise s'est réellement améliorée relativement à celle du reste du Canada. Puis, on voit la tension survenue en 2017 et en 2018 de ce qui se passe. Attendez un petit peu, je vais prendre mon. De ce qui se passe. Oh, attendez, j'essaie de trouver un. Je ne sais pas si vous le voyez. En tout cas, j'ai essayé de prendre un pointeur. Là. Donc, toutes les étapes préliminaires, on voit qu'il y a un changement en 2016-2017. Donc, très rapidement, c'est un portrait qui se reproduit également lorsqu'on passe à l'activité, lorsqu'on passe dans une activité entrepreneuriale. Donc, lorsqu'on est en stade de prédémarrage et également lorsqu'on on est des entrepreneurs naissants. Donc, juste pour rappeler rapidement, les entrepreneurs émergents que vous voyez ici, cette catégorie-ci, c'est tout simplement ceux qui ont 41 mois et moins de salaire versé et les entrepreneurs établis sont ceux qui ont plus de 42 mois de salaire versé dans leur entreprise. On voit également que, bon, ça reflète un petit peu le cas. Les jeunes au Québec, peu importe la tranche d'âge, sont moins intéressés par le démarrage où les entrepreneurs naissants sont moins importants dans la population adulte. Et c'est un portrait qui se reproduit également au Canada, je veux dire, pour les entrepreneurs établis. Chez les entrepreneurs émergents, lorsqu'on regarde plus attentivement les différentes catégories d'âge, on voit effectivement que même si le Canada se situe, est en désavantage par rapport au reste du Canada, on voit que, en fait, si on se compare avec les autres pays qui ont fait l'enquête en 2018, on voit que le Québec se compare relativement bien. C'est la situation exceptionnelle du reste du Canada qui explique en grande partie ce retard du Québec par rapport au reste du Canada chez les 18-24 et c'est à peu près la même chose chez les 25-34. Lorsqu'on regarde l'évolution, bien, on voit effectivement que dans le reste du Canada, la situation s'est améliorée, mais je dirais que l'intérêt est vraiment marqué pour l'entrepreneuriat, ce qui suggère que l'emploi dans le reste du Canada a moins progressé, c'est-à-dire les opportunités d'emploi du marché du travail, moins progressé que ce qu'on observe ici pour le reste du Canada à partir de 2017. On voit qu'effectivement, l'entrepreneuriat chez les 18-24 est moins important. Et c'est exactement ce qu'on observe, là, qui est un peu plus tôt de ce qui se produit chez les 25-34. Chez les entrepreneurs établis, encore une fois, quand on se compare avec le reste du Canada, en fait, on est un peu déçu, mais lorsqu'on se compare avec les autres pays, on remarque que le Québec figure relativement bien. Proportionnellement, on voit que ça, c'est un problème au Québec. On sait que les gens qui s'engagent dans l'entrepreneuriat tout au long de leur carrière vont avoir un peu plus de difficultés à persévérer. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que moi j'appelle l'érosion de l'engagement entrepreneurial au Québec. Cette érosion-là semble un peu plus forte. Et donc, chez les 18-24, on voit que chez les entrepreneurs établis, on voit un ralentissement de cette érosion-là, et plutôt une accélération de l'érosion, et la même chose ici pour les 25-34. Chez le graphique un peu que Étienne expliquait, ce qui est important ici de remarquer, c'est lorsqu'on compare le Québec avec le reste du Canada, dans le processus entrepreneurial, dans les intentions entrepreneuriales, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une décroissance dans le reste du Canada. Il y a une augmentation des intentions entrepreneuriales avec plus on se rapproche des jeunes, plus l'intention entrepreneuriale elle est élevée. Au Québec, cette maturation de l'intérêt des intentions entrepreneuriales semble s'effectuer un peu plus tardivement chez les Québécois et on le retrouve non seulement dans les intentions, on le retrouve également chez les entrepreneurs émergents et ce qu'on remarque chez les entrepreneurs établis, là, les taux, peu importe la cohorte d'âge, on remarque effectivement la proportion
d'entrepreneurs établis est relativement plus faible au Québec que dans le reste du Canada. Et ça soulève encore une fois cet enjeu-là de l'érosion de l'engagement entrepreneurial semble plus important au Québec que dans le reste du Canada. Une catégorie qui nous intéresse particulièrement dans ce rapport-ci, c'est ce qu'on appelle l'entrepreneuriat hybride. Okay? Et l'entrepreneuriat hybride, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est les gens qui vont être en processus de démarrage, de pré-démarrage, jusqu'à avoir leur propre entreprise, mais qui conservent un emploi à temps plein dans une autre entreprise. Et donc, c'est un peu une stratégie, on le comprend intuitivement, c'est une stratégie qui permet aux gens de gérer le risque associé à la création, de mettre tous ses œufs dans le panier de l'entreprise. Et on remarque effectivement les taux d'entrepreneuriat hybride chez les jeunes, okay, entre le Québec et le reste du Canada, sont de loin plus élevés que ce qu'on observe dans le reste du Canada. Ça veut dire que peut-être que, surtout qu'ici, c'est les données compilées de 2016-2018, on l'a vu, le marché du travail s'est fortement resserré dans cette période-là au Québec. Et effectivement, même si je suis intéressé à avoir une carrière entrepreneuriale, il reste que les opportunités et le salaire offert, la rémunération offerte par un emploi chez mon employeur peut ralentir mon intérêt à vouloir poursuivre dans mon projet entrepreneurial. Excusez-moi. Donc, quand on regarde maintenant de manière plus précise le type de ces entrepreneurs émergents-là, si on essaie de savoir un peu plus la valeur ajoutée, quel genre, quelles orientations ils ont, on remarque qu'au Québec et au Canada, on voit qu'en termes d'innovation de produits, nos jeunes sont aussi, sinon plus, recherchent encore plus à orienter leur entreprise vers l'innovation de produits. Ils cherchent de manière similaire, ils sont aussi orientés vers les nouveaux marchés que dans le reste du Canada. On remarque également qu'ils sont légèrement plus orientés vers l'international. Hein, ils veulent développer. On sait qu'au Québec, comme ailleurs au Canada, on intègre beaucoup d'immigrants et ces immigrants-là sont normalement beaucoup plus ouverts sur l'internationalisation de leurs entreprises. Lorsqu'on regarde l'orientation vers la croissance, ici, on demande aux gens à quel point vous pensez croître votre entreprise dans les 5 prochaines années. Bien là, on voit que le Québec est un petit peu, surtout chez les plus jeunes, on voit que les ambitions de croissance sont un peu plus en retrait. On remarque également que bien normalement, plus on est jeune, plus on s'oriente vers des secteurs axés sur les consommateurs, donc l'économie de proximité, les services de proximité, et ainsi de suite. Mais on voit que, comme dans le reste du Canada, on voit que plus on mature, hein, plus essentiellement, particulièrement au Québec, on voit que les services aux entreprises chez les 25-34 ans deviennent de plus en plus importantes. Donc, ce que ça souligne, c'est qu'au Québec, ce qui est très intéressant, c'est que les 25-34 ans tentent de manière plus prononcée que dans le reste du Canada de s'intégrer dans les chaînes de valeur des autres commerces. Donc, généralement, on pourrait dire que c'est plus innovant que les plus vieux, un peu plus tourné vers l'international et plus orienté vers les consommateurs, les services de proximité que vers les services aux entreprises. Et je vais donner la suite à mon collègue qui va parler des distinctions de genre. Merci. Merci, Marc. Donc, rapidement, pour conclure cette présentation, au niveau des distinctions de genre, ce qu'on a observé, on a comparé donc les jeunes hommes avec les jeunes femmes, et d'abord chez les 18-24 ans, au niveau de la culture entrepreneuriale, donc les premières variables que j'évoquais au tout début de la présentation. Par exemple, au niveau de l'entrepreneuriat en tant que bon choix de carrière, l'attention des médias, le statut élevé accordé aux entrepreneurs et ainsi de suite. Ce qu'on constate, c'est qu'au niveau des 18-24 ans, les bandes en rouge sont les femmes. Donc, on voit que ça dépasse les hommes au niveau de l'attrait pour l'entrepreneuriat au Québec, alors que ce n'est pas toujours le cas, par exemple, dans le reste du Canada au niveau de l'entrepreneuriat en tant que bon choix de carrière. Et l'écart est quand même assez important.
Et donc, ce que ça laisse suggérer, c'est que les 18-24 ans, chez les jeunes filles, il y a beaucoup d'attrait pour l'entrepreneuriat. Chez les 25-34 ans, c'est à peu près l'inverse. On voit au contraire que c'est les hommes qui sont beaucoup plus attirés par l'entrepreneuriat et qui estiment que c'est une carrière particulièrement intéressante. Et fait à noter, peut-être aussi, il y a beaucoup de différences au niveau du Québec chez les 25-34 ans, où c'est les hommes qui voient beaucoup plus d'entreprises d'économie sociale que les femmes. Une tendance qui est similaire dans le reste du Canada, mais c'est beaucoup plus marqué au Québec que dans le reste du Canada. Au niveau du rapport personnel à l'entrepreneuriat, donc chez les 18-24 ans, peut-être quelques faits à noter. Les femmes aussi vont connaître un peu plus d'entrepreneurs chez les 18-24 ans, mais elles se perçoivent moins compétentes et elles estiment avoir moins d'opportunités dans leur région que les hommes. Au niveau des 25-34 ans, beaucoup plus marqué au niveau de la connaissance d'un entrepreneur pour les hommes que pour les femmes. Donc, peut-être un des faits saillants à noter. Puis pour le reste, c'est assez similaire chez les 25-34 ans. Il n'y a pas de différence très grande entre les hommes et les femmes au Québec, mis à part cette variable-là. Qu'est-ce que ça amène tout ça? Ça amène des intentions d'entreprendre chez les 18-24 ans beaucoup plus faibles chez les jeunes filles, donc, que chez les hommes du même groupe d'âge, alors que dans le reste du Canada, c'est équivalent. Donc, il semble avoir au Québec une espèce de retard à combler chez les 18-24 ans. Et comme on le voyait sur la diapo précédente, c'est beaucoup, à mon avis, lié sur le sentiment de compétence que les jeunes filles ne semblent pas avoir, en particulier chez les 18-24 ans, parce qu'au niveau de l'attrait pour l'entrepreneuriat, il est plus marqué que les hommes. Alors, c'est une des seules différences qui semble exister. Et cette intention-là, évidemment, se répercute sur l'entrepreneuriat émergent, qui est un peu plus faible pour les filles que pour les garçons chez les 18-24 ans. Au niveau des 25-34 ans, même phénomène, moins d'intention d'entreprendre chez les jeunes filles. Il y a un écart aussi dans le reste du Canada, mais il est moins marqué qu'au Québec. Par contre, ce qu'on observe, c'est qu'au niveau de l'entrepreneuriat émergent au Québec, il y a quand même beaucoup plus de filles des 25-34 ans qui essaient de démarrer une entreprise comparativement aux jeunes hommes. Donc, étrangement, malgré des intentions un peu plus faibles, elles vont vouloir davantage s'engager dans l'entrepreneuriat émergent que les hommes. Alors que dans le reste du Canada, c'est à peu près équivalent pour les deux sexes. Donc, il y a un phénomène assez particulier de ce côté-là à observer. Et donc, pour rappel, les jeunes femmes 18-24 ans valorisent l'entrepreneuriat, mais se sentent peut-être peu compétentes. Ça peut expliquer pourquoi elles ne s'engagent pas. Et les 25-34 ans ont une culture entrepreneuriale moins grande que les 18-24 ans. Donc, ça peut peut-être expliquer pourquoi il y a plus d'engagement entrepreneurial que les jeunes hommes. Conclusions et recommandations avant de passer au panel. Donc, on voit que les attitudes entrepreneuriales diminuent chez les jeunes en 2018, puis que le passage à l'action aussi. La culture entrepreneuriale et l'attitude est la plus faible chez les 18-24 ans. Fait qu'il y a sans doute du travail à faire encore aujourd'hui à cause de ce déclin-là en 2018, mais aussi chez les 18-24 ans en particulier. Comme Marc le mentionnait, les jeunes entrepreneurs québécois sont peu dédiés à leur projet. Donc, beaucoup veulent conserver un emploi plutôt que se consacrer à l'entrepreneuriat. Et donc, peut-être que la peur de l'échec pourrait expliquer en partie ce manque, disons, de courage, d'une certaine façon, de se dévouer à l'entrepreneuriat et à son projet. Puis finalement, l'entrepreneuriat jeunesse chez les femmes est un peu en retard par rapport à celui chez les hommes, en particulier chez les 18-24 ans, où il y a quand même, malgré une culture entrepreneuriale qui semble émerger chez les plus jeunes, il y a quand même moins de passage à l'action de ce côté-là. Donc, voilà, ça fait le tour. Le rapport est disponible sur mon site Internet, comme vous le voyez à l'écran, puis aussi sur le site du consortium GEM. Vous pouvez aller dans la section rapport, vous allez dans la section du Canada, puis c'est le dernier rapport qui vient d'être téléversé. Je vais vous le partager aussi dans quelques minutes sur le lien de conversation pour que vous puissiez le récupérer immédiatement si vous le voulez. Alors voilà, ça fait le tour. Ouais, merci beaucoup Marc et Étienne pour cette présentation. De nouveau, c'est des résultats inédits, je le rappelle. Donc, il n'y en a pas beaucoup d'informations jusqu'ici dans ces termes-là sur le Québec et les jeunes entrepreneurs du Québec.
Merci beaucoup. Je vois les questions, ils commencent à apparaître sur le chat. Je fais une liste aussi. Il y a aussi peut-être des énigmes qui laissent donner. Je vais passer la parole. On va passer du coup à l'étape de la table ronde du panel avec Manon Teverge et Evelyne, la lancette. Je pense que ces données, ils posent des questions, je dis, ils créent des énigmes autour des augmentations, de baisses, autour des intentions, mais aussi des actions. Donc, j'invite justement Manon, comme présidente directrice d'un organisme qui travaille sur le désir d'entreprendre et aussi qui encourage, qui inspire les jeunes à entreprendre. D'abord, et ensuite à Evelyne à nous donner des pistes peut-être d'explications, des étonnements vis-à-vis de ces données, puisque vous savez, ce regard privilégié d'être du côté de l'action. Donc, je passe la parole à Manon et ensuite, ce sera le tour d'Evelyne. Merci. Merci Maria et merci aussi Étienne et Marc là, pour nous avoir partagé l'étude. Attendez un petit peu, j'ai un élément d'écran. Voilà, je vais m'afficher ça correctement. Bon, alors, bonjour tout le monde. Bien, merci d'être là, aussi de vous intéresser au volet jeunesse de l'entrepreneuriat parce qu'évidemment, un entrepreneur, c'est un humain qui a d'abord été enfant, adolescent, adulte et qui passe en temps. Donc, on est des acteurs de la société en continu. Donc, on prend une lecture d'une tranche dans le temps, mais ces tranches-là, quand elles se superposent, ça donne des informations vraiment intéressantes. Donc, je salue vraiment l'initiative parce que comme de fait, on manque de données. L'Institut de la statistique du Québec ne tient pas vraiment d'informations spécifiques là-dessus. On a l'indice entrepreneurial qui fait des belles choses, le GEM. Et là, ce qui va être intéressant, c'est de voir le recul dans le temps parce qu'une lecture d'aujourd'hui, on voit les courbes qui se croisent comme ça, c'est intéressant, mais ça ne nous donne pas une lecture aussi parlante pour un élément sociologique quand on va avoir 10 ans peut-être. Donc, qu'on va commencer à accumuler par le temps des regards et qu'on va pouvoir mettre les événements de société et les programmes et les actions qu'on se donne comme collectivité par rapport à ça. Donc, voir les impacts de nos gestes. Donc, ça, c'est pour l'aspect global là, de cette recherche-là. On est content de voir que les choses évoluent. Dans la question de la culture entrepreneuriale, j'espère qu'on en viendra à ajouter un élément de mesure éventuellement là, qui concerne un élément qui détermine assez bien la sensibilité entrepreneuriale de la culture, c'est l'achat local ou l'achat entre les entreprises d'ici. Alors, cette tendance-là, c'est une manière de concrétiser une culture entrepreneuriale. Ça se mesure quand même bien. Je pense que ça pourrait s'ajouter éventuellement à la mesure qu'on fait de la culture. C'est à la fois une manière d'être fier, par en même temps une manière de s'ouvrir sur le monde. Les États sont interdépendants. Fait que ça, c'est un petit angle qui m'apparaîtrait intéressant d'éventuellement convaincre le GEM ou nous-mêmes le faire au Québec. Au niveau, j'ai pris des petites notes là, pendant que j'écoutais la présentation. Au niveau de l'entrepreneuriat hybride, de notre côté, on voit ça d'une manière comme un état de fait. On ne voit pas ça comme étant un problème, dans le sens où c'est un peu comme lire un livre. Là, on peut le commencer au milieu, à la fin, on peut faire tous les chapitres, acheter la collection. Donc, il y a beaucoup de manières d'entreprendre. Et le mot « dévouer » est peut-être un peu beaucoup... je le trouve un peu excessif dans le sens où c'est comme de la dévotion. Moi, je dirais quelque chose comme dédié peut-être pour qualifier le fait d'être seulement dans une entreprise parce que dans le fond, là, on compare ceux qui sont avec un autre emploi, mais quand quelqu'un a des enfants, est-ce qu'il est moins engagé dans son projet entrepreneurial? Quelqu'un qui a 5 entreprises, quelqu'un qui est aux études en même temps. Et il y en a qui en ont juste une, sont un peu négligents. Donc, le mot dévoué, je trouve qu'il qualifie d'une manière un petit peu différente que dédiée. Et je pense qu'il faut prendre acte de ça. Puis c'est vrai que notre société, avant COVID, en tout cas, pour la suite, on ne sait pas encore ce qui va se produire, mais le plein emploi, le vieillissement de la population nous donne un contexte assez particulier. Alors, si c'est l'hybride qui est un chemin favorable à notre détermination à avoir nos propres entreprises, mais je trouve qu'il faut trouver des stratégies pour bien accompagner et faire que peut-être il donne un élan à cette entreprise-là au niveau financier, tout ça. Un élément où je suis toujours un petit peu plus attentive là, ou prudente, c'est la comparaison avec d'autres et la comparaison avec soi. C'est-à-dire que se comparer à d'autres a des effets de se propulser parce que, évidemment,
on voit qu'on se qualifie par rapport à des comparables, mais ça a aussi un effet d'autodénigrement qui est assez fort au Québec en général sur la question entrepreneuriale. Ça tente à se corriger, heureusement, parce qu'on grandit quand on se compare à soi-même comme État. Et donc, j'aime beaucoup quand on déplie là, avec plusieurs pays pour se dire, oui, on a du chemin à faire, oui, il y a des comparables intéressants, mais mon Dieu, que par rapport à d'autres États, on se qualifie particulièrement bien. Donc, devenir fier, parce que je pense que la fierté nous fait grandir plus que l'autodénigrement. C'est comme un peu, on tombe un peu dans un état dont on subit, alors que je pense que tout ce qu'on fait ensemble dans le secteur de l'entrepreneuriat rapporte, il faut se le dire, puis il faut s'améliorer, se corriger. Mais je pense qu'il faut quand même se servir des effets de ce qu'on crée ensemble. Quand on se compare à soi, sur les 10 ans, l'intention d'entreprendre a passé de 7 à 20 globalement. Donc, et le taux de démarrage de 3 à 10 au Québec sur 10 ans. Fait que ça, c'est des mesures qui nous disent, OK, on a une tendance qui est intéressante de soutenir, qui est peut-être pas encore parfaite, évidemment, mais qui est fragile dans le sens où c'est un changement de paradigme par rapport à nous-mêmes, comment on s'auto-définit, comment les gens d'une communauté se jugent. Et le taux d'entrepreneurial, il est très élevé, il est plus élevé. Il y a 2 petites flèches qui se touchaient là, dans la deuxième tranche d'âge. C'est un héritage. Ça n'arrive pas subitement, ça. Tiens, j'ai l'esprit entrepreneurial parce que j'ai à tel âge ou tout ça. Donc, c'est du travail qui se fait sur une échelle de temps quand même assez longue, que l'État et l'ensemble des stratégies ont donné des résultats, je pense. Et les milieux familiaux font partie de ça. Au défi aux entreprendre, on reçoit les enfants du primaire tout autant que les créateurs d'entreprises comme Evelyne, que vous allez voir tantôt, là, qui a démarré son projet en 2018. Mais les enfants, quand ils sont dans leur milieu, la famille les encourage à prendre des risques, à essayer des choses, à sortir du rang. On est encore en train de construire une culture entrepreneuriale qui est forte et qui donne des entreprises innovantes. Tantôt, Marc le dit, c'est vrai qu'on a plus d'hybrides, mais ils sont innovants, ils sont axés vers l'extérieur aussi, ont l'intention de faire quelque chose qui est porteur. Donc, c'est quand même au niveau du fondement, c'est quand même très solide. Un élément qui m'apparaît intéressant de mentionner par rapport aux âges, aux creux, aux avancées, les 65 ans et plus, il y en a seulement le tiers qui sont partis après 35 ans. Ça fait 3 chiffres en même temps, ça peut être mélangeant. Donc, les gens plus vieux qui sont entrepreneurs affirment, donc par le passé, c'est pas juste une intention, c'est une réalité, que le tiers disent, moi, je suis parti après 35 ans. Et les gens qui ont 35-49, il y en a les 2 tiers qui disent, je suis parti avant 35 ans. Donc, ça aussi, c'est un élément de progression d'État qui est à souligner, qui est encore à prendre soin, faire grandir et tout ça, mais qui est quand même positif, je pense, de mentionner. Au niveau de la motivation, ce serait peut-être le dernier élément que j'aborderais. Je pourrais parler de ça quand même longtemps, mais il faut s'en tenir peut-être un petit délai, peut-être pour faire des questions plus tard. C'est la question des valeurs. Les motivations des jeunes sont beaucoup axées sur les valeurs. La valeur de liberté, de flexibilité, d'équilibre, d'impact, de rêve. Donc, c'est peut-être une manière différente que ça se formalise par la suite. L'hybride est sûrement une des formes. Il y a plus de faire affaire ensemble qui est recherché entre eux. Les entrepreneurs cherchent à faire affaire avec d'autres entrepreneurs. C'est une sensibilité qui est assez grande. On parle de revenus instables qui sont dans les inquiétudes, d'aller chercher de l'argent aussi. Les femmes ont plus de mal à aller se financer aussi, là. Si on regarde les résultats au niveau des banques, ils obtiennent moins de fonds aussi. Donc, ça, c'est des éléments de frein. Mais dans les éléments qu'on a mesurés au niveau de ceux qui participent au défi, là, depuis 20 quelques années, il y a quand même beaucoup de gens qui ont participé. Et chez les jeunes, ceux qui sont en affaires, qui viennent de partir, parce que nous, on est l'année de démarrage surtout, on a 93 % qui nous disent très heureux dans leur projet d'affaires. Donc, c'est beaucoup de monde heureux, ça, quand même. Donc, ils trouvent la manière de s'accomplir dans ça. Ça a une valeur importante dans ce qui semble être significatif pour le fait de mettre l'énergie dans un projet comme ça. Et puis, au niveau de connaître un entrepreneur, la semaine des entrepreneurs à l'école contient, l'année passée, on a eu une rencontre entre un entrepreneur et 30 000 élèves du primaire, secondaire. Il faut amplifier ça, justement. Tantôt, Étienne parlait de démystifier. C'est quoi, c'est un entrepreneur? Ça a toutes sortes de formes, toutes sortes de visages. Je pense qu'on a un élan à poursuivre là-dessus et encore du travail à faire, bien évidemment. Je conclurai peut-être en disant, plus une question, j'ai hâte de voir les effets de COVID sur la perception et le passage à l'acte.
parce qu'on était dans un entrepreneuriat quand même confortable, un peu très axé sur le sens. Là, ce qui semble se dessiner, c'est axé sur le sens encore plus, mais aussi sur la survie et le risque. Donc, la situation du plein emploi, elle n'est plus la même, c'est évident, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ne sont pas satisfaits de l'emploi qu'ils occupent maintenant, qui sont en télétravail. Donc, ça va peut-être brasser les cartes. Ça va être vraiment intéressant à suivre dans la suite de l'histoire. Alors, voilà, c'est peut-être la petite contribution que je peux faire aujourd'hui, Maria. Merci encore, Marc-Étienne. Merci, Manon. Donc, je propose de laisser la parole à Evelyne et ensuite, je vous relancerai. Vous dites tous des choses qui sont assez complémentaires. Donc, Evelyne, je voudrais t'inviter à activer ta caméra et nous présenter le renard bleu et ton expérience. Oui, alors, bonjour. Un peu, je suis pas encore dans le centre, là. Je sais pas comment je me mets en... On te voit, on te voit. OK, parce que moi, je me vois pas comme étant l'image centrale, puis j'étais juste quand même pas certaine. Alors, je m'appelle Evelyne Malancette, et là, on m'a dit que j'avais à peu près 10 minutes pour vous jaser, mais dans le fond, si j'étire ou quelque chose comme ça, parce que je pourrais parler durant des heures, j'ai les chats, là, puis je te dis, Evelyne, je pense que c'est assez. Parce que ça, je vois bien ça. Ce dont je vais vous parler de qu'est-ce que c'est mon entreprise, comment est-ce qu'on se démarque un petit peu le parcours, tout ça, et comment est-ce que l'entrepreneuriat est vécu chez les jeunes. Puis il y a des choses qu'on a vues dans le panel, mais je pense que c'est plus pour la période des questions que je vais aborder ça au niveau des difficultés. Alors, moi, ce que j'ai comme projet, ça s'appelle Renard Bleu, et c'est une épicerie en vrac. C'est un concept qu'on a importé d'ailleurs et qu'on a appliqué à la Côte-Nord. On a ouvert en 2017, un deuxième magasin en 2018 et on a déménagé dans le plus grand en janvier dernier. C'est vraiment comme une place zéro déchet. Je suis quelqu'un qui avait aucune expérience en entrepreneuriat. Je me suis levée un matin et je me suis dit, j'ouvre une épicerie et j'ai ouvert une épicerie, tout simplement. Je n'ai pas fait plus compliqué que ça. Comment est-ce qu'on... je dis « on » parce que là, je vois qu'il faut que je fasse court. Là, je dis « on » parce qu'on est une équipe. C'est moi qui est l'entrepreneur principal, le leader du projet, puis majoritaire. J'ai avec moi 4 coéquipiers qui apportent chacun leur force dans l'équipe. Ce qu'on fait, nous, qui se distingue par rapport aux autres épiceries puis aux épiceries en vrac ailleurs, c'est qu'on on a une mission aussi qui est communautaire. On va créer du contenu, on va donner des astuces, on va créer de la documentation. Normalement, on donnait des cours puis des conférences, mais là, avec le COVID, on ne peut pas pour l'instant. C'est dans le fond ce qu'on faisait pour apporter des choses supplémentaires, être beaucoup plus solide au niveau de la perception que les gens ont de nous, qu'on n'est pas juste là pour vendre une bébelle, on est là pour aider les gens dans leur démarche de réduction de déchets. Ce qu'on fait, nous, pour nous démarquer, et ça a été encore plus vrai avec la crise sanitaire qu'on a vécue, nous, notre force, c'est étant une petite entreprise, une entreprise émergente, on est capable d'être rapide sur le piton, de se virer de bout pour bout, d'offrir de quoi de nouveau, de changer de concept en dedans de 2 semaines, on peut faire ça parce qu'on est des gens volontaires puis on a de l'idée. C'est vraiment quelque chose qui a été particulièrement, tu sais, je ne sais pas le bon terme, mais sauveur, salvatory, tu sais, c'est d'être toujours en mouvement. Ce qu'on fait qui est différent et qui appartient, je considère, à la génération des jeunes, c'est de travailler en collaboration. Renard Bleu, on est une entreprise qui va collaborer avec les autres entreprises. Moi, j'ai remarqué vraiment des différences par rapport à la génération précédente, puis la génération de jeunes entrepreneurs à laquelle j'appartiens. Les entrepreneurs plus âgés, je vois peu de collaboration. Quand on les apostrophe, ils sont pas très collaborateurs. C'est des entreprises qui vont souvent être en parallèle, les unes à côté des autres, qui vont avoir des fois des pratiques un peu agressives comme des guerres de prix, du salissage, des choses de ce type-là. Alors que ma génération, les entrepreneurs avec qui j'ai fait aux entreprendre, avec qui j'ai fait d'autres concours, on se connaît.
on va, dans le fond, se parler ensemble pour faire un produit custom. Je vais aller faire fumer mon tofu à telle place pour avoir un produit exclusif. Je vais aller contacter un artisan de bois pour qu'il me fabrique quelque chose. On va travailler vraiment en collaboration. On va travailler en respect aussi. Je ne vais pas aller chercher le même produit que mon voisin. Je suis capable d'offrir un produit qui est légèrement différent pour ne pas aller partir dans du guéroirage de prix et de choses comme ça. C'est vraiment, dans le fond, des collabos comme ça qu'on va faire. Ça va vraiment nous permettre d'avoir un entrepreneuriat qui est intégré. Dans le fond, que toutes les entreprises de la ville s'intègrent. Puis c'est, dans le fond, d'aller chercher de l'aide et d'aller donner de l'aide. Moi, je ne me gêne pas. J'avais une information importante qui était pertinente pour notre entrepreneur. J'ai pris le téléphone, j'y ai dit. T'sais, moi, ça ne m'apportait rien à moi, mais c'est quelque chose que je pouvais faire de positif pour ce que je considère comme des collègues. Puis moi, ça ne m'enlevait rien, là. Donc, ça me faisait plaisir d'aller faire ça. C'est vraiment de travailler dans le respect. Je vous donne un petit exemple de ça. On se part dans mon coin une boîte de type Good Food. Et là-dedans, on m'a suggéré de mettre nos muffins qu'on fait maison. Puis j'ai dit non. J'ai dit non parce que dans les autres entrepreneurs qui participent, il y a une place qui font justement du café, des muffins, des biscuits. Fait que j'ai dit non, on va garder l'offre comme de croissant, ce genre de choses-là à eux. Moi, je peux offrir autre chose. J'ai bien du choix de ce que je peux offrir. Je n'irai pas manger son marché. Fait que c'est des choses comme ça qu'on va faire en collaboration. Puis c'est vraiment tu sais, on remarque beaucoup ça chez les jeunes, la favorisation du local, du régional, du québécois. Et je pense que j'arrêterai là pour l'instant. Puis il y a d'autres choses qui vont être dans les rangs de questions parce que j'avais des petits points à souligner par rapport aux jeunes, là, comment est-ce qu'on vit notre parcours entrepreneurial en tant que jeunes entrepreneurs. Merci beaucoup, Evelyne. Donc, avec vos interventions, on commence la période des questions. Et je pense que tant du point de vue des données que du point de vue de l'intervention qui mène aux entrepreneurs, que ton expérience personnelle, on commence à entrevoir les spécificités aussi de la jeunesse. J'aimerais vous relancer sur cette question à tous les quatre, chacun avec leurs moyens. Et plus spécifiquement, peut-être à Marc-Étienne, sur la manière dont les caractéristiques des très jeunes changent les données. Aussi, peut-être approfondir avec Manon, vous avez une mission aux entrepreneurs d'inspirer, de donner les goûts, de faire connaître et sensibiliser vers l'entrepreneuriat. J'aimerais aussi vous entendre dire un peu plus quels sont les facteurs clés, quels éléments vous trouvez qui sont importants pour déclencher ces motivations, ces désirs d'entreprendre. Vous rencontrez des centaines de jeunes à chaque année depuis plusieurs années. J'imagine que vous avez déjà des idées qui peuvent venir nourrir les données, ces taux de motivation ou des choix de carrière ou des connaissances qui nous présentait Marc-Étienne. Et ainsi que relancer Evelyne à la fois sur, voilà, qu'est-ce que c'est d'être très jeune, mais et femme, puisque finalement, on a autour de la table une exception aux données, une jeune femme qui passe à l'action et pas seulement qui l'intéresse l'entrepreneuriat. Donc, les questions commencent à apparaître, ils se multiplient dans les chats. Je vous laisserai dire un mot à chacun et on passera aux questions qui ont été posées sur les politiques, les risques, l'entrepreneuriat collectif, les caractéristiques des entrepreneurs. Juste une consigne pour les participants. On va vous activer la caméra, vous allez pouvoir poser directement cette question. Je vais juste mentionner votre nom au fur et à mesure. Donc, un petit tour de parole, Marc, Étienne, Manon, Evelyne, et ensuite on passera au public. En premier? Oui. OK. Bien, écoutez, moi, je trouve que c'est vraiment un excellent panel. J'adore ce genre de conversation-là. Je pense que les statistiques sont plutôt, on dirait, sèches et un peu inutiles souvent. Je trouve que les commentaires sont très, très, très pertinents de nos co-panélistes. Moi, ce que je dirais, ce que moi j'ai appris, ce que j'ai particulièrement apprécié dans ce projet-là, c'est que j'ai appris justement ce que Maria, tu parlais, c'est-à-dire
On a souvent parlé de l'insertion professionnelle des jeunes en regardant beaucoup, de façon attentive, la question du marché du travail. Et on a oublié que pour une bonne proportion, comme les données le montrent, pour une bonne proportion de ces gens-là, ça passe par un projet entrepreneurial. Et là, le projet entrepreneurial peut mener tant du côté de l'emploi qu'il peut retourner par un entrepreneuriat qui est plus dédié. Et moi, je pense que ça enrichit réellement notre compréhension des multiples chemins qui mènent à cette insertion professionnelle-là. Et je dirais même que en lien avec la formation que les gens ont, je pense qu'on en a encore pour 10-15 ans, parce que je sais qu'à l'école secondaire, moi, j'ai ma fille qui est à l'école secondaire encore, et on ne fait qu'introduire vraiment les concepts clés de l'entrepreneuriat à l'intérieur de programmes. Avant, ça s'enseignait dans un cours d'économie familiale. Là, maintenant, je pense qu'on enrichit vraiment la compréhension de toutes les dimensions de l'entrepreneuriat et à quel point ça peut être utile, non seulement pour les gens qui ont un travail traditionnel comme, je ne sais pas moi, commis dans une épicerie ou des choses comme ça, mais vraiment pour des professionnels, des avocats, des médecins et ainsi de suite, qui naturellement deviennent des entrepreneurs lorsqu'ils décident d'ouvrir leur propre bureau. Et ça, je pense que c'est tout nouveau. Et je pense qu'on va voir ça dans les données, mais ça va prendre 10-15 ans encore avant qu'on le voit. Merci. Peut-être très rapidement, je suis d'accord avec Marc, effectivement, c'est très enrichissant ces panels-là. Moi, ce que j'ai noté des deux interventions d'Evelyne et de Manon, super interventions, j'ai beaucoup aimé que vous avez abordé un aspect qu'on n'aborde pas dans nos travaux, beaucoup la question des valeurs qu'ont les jeunes. Et ça influence grandement les comportements, le choix de devenir entrepreneur ou pas. Je notais, Evelyne et Manon, les deux l'ont mentionné, l'idée de collaboration, de faire en équipe. Ça, c'est une des limites de notre travail. On n'a pas l'information sur l'entrepreneuriat d'équipe. On pose des questions aux individus, mais beaucoup des jeunes, dans d'autres travaux, on l'a vu, beaucoup de jeunes démarrent maintenant en équipe et veulent collaborer avec d'autres. Puis on le voit dans les activités comme les Startup Weekend où les jeunes aiment ça être ensemble, aiment ça brainstormer, penser à des projets. Ils s'associent pour un projet, le projet tombe à l'eau, c'est pas grave, il y a d'autres projets, il y a d'autres idées. Ils restent hybrides, ils gardent un emploi, puis à un moment donné, paf, il se passe quelque chose, il y a un bon projet, un bon moment, et puis là, ça éclot. Fait que ça, j'aime bien cette idée-là de changement de valeur. Ce n'est pas des phénomènes qu'on observait il y a 10, 15, 20 ans. Puis, et je pense que ça a une influence beaucoup sur le comportement entrepreneurial, sur ce qui se passe. Et ça, on ne le voit pas dans nos données. Là, on a la chance d'avoir un consortium très large avec des données d'un peu partout, mais on manque des fois de la finesse de compréhension de ce qui se passe sur le terrain. Alors, vos commentaires sont vraiment super pertinents. Merci. Manon? On fait le tour dans le même sens. Hein? D'abord, je suis tout à fait alignée sur la question de la motivation scolaire. Marc, tu parlais de ça. En fait, les profs qui utilisent la pédagogie entrepreneuriale développent l'esprit d'entreprendre. Ils ne le font pas pour l'entrepreneuriat, ils font comme projet et toutes les matières y passent. Donc, ils vont prendre le français, les maths, présentation orale, parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas, toutes des choses comme ça. Fait que selon les âges, c'est des choses nouvelles. Donc, ça provoque des éléments d'apprentissage et c'est pour eux un prétexte qui autonomise la personne, on apprend des décisions et ça contribue beaucoup, beaucoup, beaucoup à la motivation scolaire. Fait que surtout les jeunes dans la marge, puis la marge, c'est très diversifié. Hein? Tu as le jeune qui a de la misère à l'école, puis tu as le jeune qui s'ennuie à l'école, tu as le jeune que socialement, c'est moins facile. Là, tout d'un coup, il trouve quelque chose dans lequel il se sent bon. Fait que le sentiment de compétence, c'est pas seulement sur aligner les chiffres ou des tâches administratives ou entrepreneuriales, c'est dans la manière qu'on se perçoit soi-même. Ça fait qu'il y a une évolution, je pense, de ce côté-là, de mettre des mots sur ces gestes-là. Ah, ça, c'est de l'esprit d'entreprendre. Ah ben! Fait que chaque fois qu'on sort du rang, qu'on prend des initiatives, c'est sans est. Fait que même si tu n'es pas entrepreneur comme Evelyne, tu es en train de démontrer un esprit entrepreneurial. Et ce changement-là de société, il est collectif. C'est un effort de beaucoup de gens qui fait que ça se produit. Fait que les enfants vivent dans des familles un peu différentes par rapport à ça que nous-mêmes, on vivait quand on était plus jeunes. C'était plus segmenté. Tu es entrepreneur, tu ne l'es pas. Là, il y a un petit lousse. Par rapport aux femmes, Maria, tu posais une question. Je vais quand même mentionner qu'au défi aux entreprendre, on a 50%.
Oui, vraiment, ça aligne, des fois 49, de participation de femmes et d'hommes chaque année. C'est tout le temps moitié-moitié, puis peu importe les tranches d'âge. Moi, je me disais, ben, scolaire vient comme trop influencer la norme, mais oui, on a vraiment accès à une grande diversité. Une des hypothèses, on ne sait pas pourquoi, on ne l'a pas étudié, on aimerait ça, si ça vous tente les chercheurs d'étudier ça, mais une des hypothèses qu'on a, c'est que les femmes ont peut-être une tendance plus grande à se faire accompagner, puis entendre parler du défi aux entreprendre en se faisant accompagner, peut-être. C'est une hypothèse de travail. Et Evelyne qui fait oui. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, je ne t'entends pas, mais bref, je pense que d'abord de mettre des mots sur ce qui est l'esprit d'entreprendre, puis d'élargir la perception contribue à ce que collectivement, ça apporte des changements de société où tout le monde peut s'accomplir un peu plus. Puis ça, on est dans les valeurs aussi. Hein. Parce que quand le jeune rencontre un entrepreneur à l'école, d'abord, il fait le saut parce qu'il arrive en T-shirt, il arrive comme il est d'habitude. Les entrepreneurs, c'est pas un actionnaire, c'est pas un homme d'affaires dans la perception qu'on a, c'est un peu figé, tandis qu'il y a une très, très, très grande diversité. Oui, il y a des gens en veston, mais oui, il y a du monde en T-shirt, puis il y en a qui gossent avec leurs mains, puis il y en a qui voyagent, puis il y a toutes sortes de trucs, il y a des échelles locales, régionales, internationales. Fait que quand il les voit, et plus il en voit, plus on comprend que soi-même, on peut trouver sa place là-dedans. Donc, c'est le privilège que je trouve qu'on a, là, c'est de pouvoir offrir une opportunité de se trouver sa place à soi, aux jeunes qui s'en viennent. Merci Manon. Evelyne, alors, qu'est-ce que c'est d'être très femme et jeune et passer à l'action d'entrepreneuriat? Oui, alors, je fais rapidement, mais ce que je vous dis, c'est super important, fait qu'il faut vraiment que ça soit soulevé. On a parlé des difficultés des jeunes à passer à l'action, alors que pourtant, c'est le meilleur moment pour le faire, parce que quand tu es rendu à 35, 40 ans, tu as des obligations que tu ne peux pas nécessairement mettre de côté. Tu as bien beau vouloir te lâcher corps et âme dans ton entreprise. Si tu as des enfants à nourrir, tu ne peux pas te permettre d'avoir pas d'argent qui rentre. Et on sait que souvent, les gens ne se verseront pas de salaire, des fois les 3 à 5 premières années. Fait que, tu sais, c'est des choses qui sont inquiétantes. Et pour moi, ça m'apparaît normal que, malgré des grands désirs d'entreprendre, beaucoup moins d'entrepreneuriat qui commence à cet âge-là. Là, par contre, où les chiffres sont plus bas pour les jeunes qui, pourtant, ont tout pour eux pour entreprendre, c'est tout simplement parce qu'ils sont discriminés. C'est simple comme ça. Moi, en tant que jeune et en tant que femme, je me suis sentie discriminée à toutes les étapes, puis encore régulièrement. Pourtant, je suis quelqu'un, puis je brasse de l'air, puis je me gêne pas pour, dans le fond, prendre de la place. Puis ça prend tout un guts pour être, dans le fond, un jeune entrepreneur puis une jeune femme entrepreneur aussi. On parlait du sentiment de compétence. Moi, je me suis fait dire que ça ne marchera pas. Ça allait durer 3 mois. Est-ce que tu es sûr que tu veux faire ça? C'est des gros chiffres. Ça a l'air compliqué. C'est l'attitude que j'ai reçue. Et c'est, dans le fond, des choses que je reçois encore de temps en temps. Oh, ouais! Vraiment une attitude je dirais pas le mot, de schnout, qui est vraiment envers les jeunes. Et spécifiquement, en tant que femme, moi, dans des réunions, alors que je suis le chef de mon entreprise, j'ai veto sur tout. C'est moi qui ai la majorité. Je me fais parler par-dessus pendant les rencontres, pas par mes collègues, mais par d'autres entrepreneurs qu'on rencontre parce qu'ils vont se taire pour écouter mes collègues masculins. Mais moi, dans le fond, ils vont me parler par-dessus, ils vont monter le ton pour enterrer ce que je dis. C'est comme mon quotidien. C'est pas normal. Je vous donne un exemple de ça et je pense que les mots pourraient être mis aussi chez les jeunes, pas juste chez les femmes, mais quand, dans le fond, on veut avoir un prêt. Alors, il y a plein de ressources pour les femmes, justement pour nous aider à avoir des prêts. Sauf que la réalité, c'est que ce n'est pas du tout ça qui se passe. Alors, ils vont faire des prêts spécifiquement pour femmes, mais ces prêts-là, ils vont être 2 à 3 % plus élevés au niveau de l'intérêt. Et ça ne m'apparaît pas comme une bonne manière d'aider les femmes, moi. Ce que j'entends comme message, c'est on va te prêter des sous, mais on va t'en prêter moins. On va te donner plus d'intérêt vu que tu ne seras pas très bonne. C'est seulement ça qui est le message qui est sorti. C'était sorti dans un article, je pense, La Presse sur Le Devoir, il y a peut-être 3 ou 4 ans. Et c'est tout le temps mon collègue et conjoint, Pierre-Luc, qui fait les démarches financières parce que moi, je me fais niaiser au téléphone. Puis tout à fait d'accord que je n'aurai pas le même traitement que lui si c'est moi qui appelle, même si je suis majoritaire dans mon entreprise. Fait que, c'est des choses plates. Et c'est des choses plates aussi pour les jeunes. Moi, je suis persuadée que les jeunes vivent la même chose. Tu peux avoir un projet, wow! Un projet qui va marcher. Tu peux leur présenter le Facebook des projets. Et eux, dans le fond, ils vont dire,
tu as 19 ans, fait que je te prendrai pas au sérieux. Est-ce que ton papa veut t'endosser? Ce genre, dans le fond, de conneries-là, que je suis certaine qu'ils vivent sur un quotidien, de se faire peu prendre au sérieux, de se faire dire « Ah, mais reviens me voir dans 5-6 ans », alors que c'est là le moment de leur projet. Puis ça, c'est quelque chose qui fait très mal aux jeunes entrepreneuriats, la discrimination envers les jeunes, là. J'arrêterai là-dessus. Oui, c'est la fin de mon intervention. Génial, Evelyne, c'est très riche. Je pense que carrément, on parle de beaucoup de choses, d'entrepreneuriat inclusif, on parle aussi de cet entrepreneuriat hybride. J'aimerais, il y a plusieurs questions qui ont été posées, mais certaines soulèvent des points qu'on n'a pas parlé ni mentionné jusqu'ici. Donc, je vais donner la parole pour que les participants la posent de vive voix. Donc, Mircea Vultur, si vous voulez bien poser votre question. Aurélie ensuite. Et Rabat. Mircea, il faut juste connecter votre micro. Les participants. Oh. Ben, on peut passer peut-être en attendant que Mircea puisse se connecter. Aurélie, on vient de te voir apparaître. Si tu veux bien poser ta question, il y a des manières de faire l'entrepreneuriat qui sont différentes. Si tu veux poser à tous les panels, c'est ta question, ça va être intéressant. En fait, j'étais curieuse. Merci pour ces présentations vraiment pertinentes, toutes les interventions. Merci à vous. Ma question, c'était par rapport aux jeunes, notamment, puis l'entrepreneuriat collectif. Est-ce qu'à travers ces 5 années de données, on a vu qu'il y avait une augmentation du collectif? Manon y a fait référence, comme quoi les valeurs changeaient, puis Evelyne également. Mais au niveau des OBNL et des coops notamment, est-ce qu'on était capable de voir, j'ai compris qu'entre les pays, c'est parfois difficile de comparer, mais au Québec, est-ce qu'il y avait une augmentation de cette volonté d'entreprendre? Je vous laisse intervenir, le panel. Oui, oui. Ben, je peux peut-être répondre à cette question-là. En fait, effectivement, un des enjeux que le consortium a eu, c'est qu'à une certaine année, ils ont voulu justement faire le portrait des entreprises d'économie sociale, mais ça a été assez difficile de les identifier parce que d'un pays à l'autre, la façon dont on les appelle, dont on les définit, comment ça se manifeste sur le terrain, c'est tellement varié qu'on avait des taux qui étaient clairement au Canada en deçà des taux qu'on connaît réels qui ont été compilés par le ministère. Et donc, on n'avait pas confiance aux données de notre côté au Canada à cause de ça. Puis, dans d'autres pays, c'est à peu près la même chose. Fait qu'ils ont fait ça 1 an pour essayer d'avoir ce portrait-là. Puis, par la suite, ce qu'ils ont fait, c'est que c'est la question que je vous ai présentée. Ils posaient à l'ensemble de la population dans quelle mesure les entreprises d'économie sociale étaient visibles. Là encore, là, c'est le même problème. Dans quelle mesure les gens comprennent bien c'est quoi l'économie sociale, puis dans quelle mesure ils sont capables de dire s'ils sont visibles ou pas. Mais ça semblait être un indicateur un peu plus, disons, réaliste puis facile à appréhender que d'essayer d'estimer les créations d'entreprises dans le domaine de l'économie sociale. Fait que le consortium a abandonné cette idée-là. Mais évidemment, ce n'est pas à cause d'un manque d'attrait ou d'un manque de pertinence du phénomène, bien au contraire, mais je pense que ça prend autrement dit, un projet de recherche beaucoup plus ciblé sur cette question-là et peut-être au sein même d'un territoire défini là, pour pouvoir mieux comprendre le phénomène. Super, merci beaucoup. Je me permets de dire qu'il y a deux étudiantes à l'INRS à Laval qui démarrent de projets sur l'entrepreneuriat collectif de jeunes, du point de vue des genres, du point de vue des régions. Donc, vous saurez une nouvelle aussi sur le site de la Géorgie. Super, merci. Manon ou Evelyne, si vous voulez réagir à cette question aussi. En fait, il reste 2 minutes, fait que j'ai comme un peu peur de parler parce qu'il y a des gens qui ont des questions. On va pouvoir rallonger. Techniquement, c'est possible pour ceux qui voudront déborder un petit peu plus. Je pense que c'est passionnant, la discussion qu'on peut mener ici. Donc, allez-y pour ceux qui osent le faire. Alors, Aurélie, dans le fond, je n'ai pas les données avec moi parce que je pourrais voir si nous, on voit une évolution de ce domaine dans les inscriptions aux défis aux entreprendre. Fait qu'on a 22 ans d'années d'inscription. Donc, peut-être qu'on pourrait donner une lecture, mais ça va rester une lecture d'inscription au défi. Hein, ce n'est pas une étude, c'est de nature différente, mais ça peut quand même donner des indicateurs. Et qu'on se reparlera. Avec plaisir, Manon.
Alors, Mircea, si tu veux bien poser la question que tu soulevais sur le chat. Ah, non, micro ne marche pas. Alors, peut-être je laisse la place à Rava et je vais revenir sur la question de Mircea plus tard. Monsieur Arach, si vous voulez intervenir, il faut juste enlever votre micro. Ah. Oh. Oui, bonjour. Ah, ça va. Écoutez, moi je me pose juste la question sur qu'est-ce qui motive les jeunes à choisir une activité, donc à se lancer en entrepreneuriat? Parce que parfois, il est fait par... les jeunes sont motivés, parfois peut-être on se dit, ils le font par défaut. Est-ce que c'est... Qu'est-ce qui motive les uns et les autres et c'est quoi les perspectives de chacun quand on le fait par choix? Donc, on se dit qu'il y a beaucoup de chances de persévérer, mais souvent, on le fait en situation. C'est pour ça que je posais la question sur le chat, le lien entre la conjoncture versus l'entrepreneuriat. Souvent, à défaut donc, de se trouver un emploi salarié convenable, on va essayer donc, de se lancer dans une affaire en attendant mieux. Donc, c'est juste, donc, dans vos travaux, est-ce que quand on regarde les deux groupes, c'est quoi le comportement de l'un et des autres? C'est quoi les perspectives en fait en termes d'entrepreneuriat? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est beaucoup plus, on est dans un marché de travail en pleine transformation. La perception de l'entrepreneuriat d'il y a 10 ans, est-ce que c'est la même qu'aujourd'hui, dans un monde où tout est... Vous voyez, dans le contexte de la COVID, on arrive tous à travailler à distance. Et puis, les types d'activités d'il y a 10 ans, ce ne sont plus les activités d'aujourd'hui, de demain. Est-ce qu'il y a un lien entre la transformation du marché du travail finalement et les perspectives d'activité entrepreneuriale? Donc, en gros, c'est... Écoutez, je les pose comme ça, comme question de réflexion. Merci, Rava. Voilà. Merci. Oui, Evelyne. Ça, je pense que c'est une question pour moi. Ben, dans le fond, là, ce qui différencie le désir d'entreprendre, là, moi, d'abord, je trouve que le travail en cubicule, ça m'apparaît comme un cauchemar. Fait que je pense que comment est-ce qu'est perçu l'emploi 8 à 5, c'est pas nécessairement comme... ça correspond pas à tous les types de personnalités. Les entrepreneurs, c'est beaucoup des gens qui vont avoir des personnalités des fois fortes, hors normes. C'est pas nécessairement des gens qui réussissaient bien à l'école. Certains, oui, d'autres, non. Puis justement, c'est pour ça qu'ils vont se tourner vers l'entrepreneuriat. J'ai enseigné pendant quand même 10 ans avant de faire ça. Et des jeunes là, qui ont une bonne idée, c'est pas besoin, dans le fond, d'avoir un excellent français ou beaucoup de compétences en maths 436 pour être capable d'avoir une idée puis de la faire. Au contraire, de te faire dire que ton intelligence, ton individualité peut te servir à être heureux et à faire ce que tu veux dans la vie. Tu n'as pas besoin d'avoir une quota de cégep ou de faire un parcours qui est une ligne droite, que tu peux zigzaguer puis être récompensé. Je suis obligée de le faire dans mon écran à cause de la caméra. Puis tu peux, dans le fond, être récompensé pour qui tu es et ne pas avoir à te mettre dans un moule qui peut être assez comme inconfortable, douloureux. C'est pas le fun de se forcer à être un travailleur bêta 5 quand tes personnalités ne répondent pas à ça ou quand tu ne te sens pas compétent là-dedans à cause de lacunes scolaires ou à cause d'une personnalité qui ne correspond juste pas à ce qui est demandé par l'emploi. Je peux y aller, dans le fond. Par rapport au contexte actuel, il va y avoir des changements, c'est sûr. On peut juste extrapoler sur qu'est-ce que ça peut faire. Je pense que les gens ont une perception différente de l'entrepreneuriat comme étant plus à risque qu'avant COVID, parce qu'ils voient ça tomber un peu partout. Mais ils voient ça aussi se revirer de bord, agilité. Fait qu'il y en a qui admirent, il y en a qui sont plus haut. Peut-être, moi, je ne ferai pas ça. Fait qu'il y a comme toutes sortes de regards différents. Là, on va voir les effets à plus long terme que temporaire, mais il y a aussi une lecture qui vient peut-être balancer un mouvement qu'on verra bien par la suite. C'est que par rapport au télétravail, il y a 41% qui se disent insatisfaits de l'emploi qu'ils occupent maintenant parce que le fait d'être loin, ils se rendent compte que le sens de ce qu'ils font n'est pas suffisant.
l'accompagnement ou les liens. Bon, il y a toutes sortes de facteurs, mais on est toujours dans l'humain. Hein. Puis tantôt, on nomme ça, là, on est dans l'essence humaine, en fait. On est dans une société où on a une certaine aisance matérielle qui fait que la question de s'accomplir puis d'être heureux, là, dans la pyramide de Maslow, on est pas mal plus en haut qu'en bas, globalement. Donc, ça fait que les questions qu'on se pose pour se lancer en affaires ou pour notre trajet de vie ou nos emplois sont de cette nature-là. Fait que dans les facteurs de motivation, là, il y a, dans ce qui est très fort chez les jeunes, excusez, j'ai ma feuille parce qu'il y a des petites données dessus, mais réaliser son rêve, gagner de l'argent, être flexible dans son travail, être indépendant, avoir une liberté de création, avoir un équilibre travail-famille, quitter un emploi satisfaisant, puis avoir des défis au quotidien. Ça, c'est des éléments où, chez les jeunes de 34, c'est plus élevé que les autres, mais c'est typique des jeunes aussi. Hein? C'est quand on est jeune que ces éléments-là l'ont comme un peu serré. Ça ne veut pas dire qu'on a les moyens, les capacités de le faire parce qu'il y a un confort d'emploi. Là, les choses changent, on verra qu'est-ce que ça donne. Beaucoup de gens vont faire un chemin comme Evelyne aussi. Ils vont aller dans le chemin un peu plus prévisible ou de ce qu'on s'attend. Puis ensuite, ils vont s'autoriser à essayer quelque chose qui leur correspond mieux. Fait qu'il y a toutes sortes de chemins rabat, je pense. Marc-Étienne, vous voulez réagir à cette question ou on passe à la question de Mircea? Ben, je pense que les réponses effectivement sont assez complètes. On peut, à moins que Rabat souhaite qu'on réagisse, s'il y avait des sous-questions, je pense que ça a bien répondu. Ouais. Excellent. Alors, moi, je voudrais revenir à la question de Mircea. C'est moi, peut-être elle va la lire parce qu'il n'arrive pas à brancher son micro, malheureusement, mais parce qu'il touche quelque chose qui est très important et qui parle du soutien de la politique. Donc, Mircea, dans son chat, disait « L'activité entrepreneuriale a toujours créé des inégalités économiques. Rien de cela ne peut être empêché sans recourir à des interventions de l'État. Comment moduler l'action de l'État pour qu'il puisse, en même temps, stimuler l'entrepreneuriat et réduire les inégalités ?» Donc, j'ouvre cette question à tous les quatre. Comment vous voyez, Evelyne, tu commençais à donner des pistes déjà, hein? Des crédits qui sont accessibles mais qui sont plus élevés. Il y a des inégalités qui émergent ailleurs où on croit, même s'il y a des bonnes intentions. Donc, je vous laisse parler de cette question, s'il vous plaît. Alors, j'y vais, j'ai entendu mon nom. Alors, tout à l'heure, je donnais l'exemple des prêts 2 à 3 % plus élevés pour les femmes, alors que je vous donne une suggestion de ce qui pourrait être fait. Si, par exemple, on crée des prêts qui sont destinés aux jeunes entrepreneurs, peu importe le sexe, là, et qu'au lieu de mettre des prêts qui sont plus élevés parce que c'est plus à risque, considérant qu'ils ont un moins gros pedigree et ainsi de suite, on devrait leur offrir des prêts qui sont moins élevés. Tu veux vraiment aider les entrepreneurs émergents, offre-leur des prêts qui ont 2 à 3 % de moins d'intérêt. C'est une différence qui est montre. Tous les entrepreneurs qui écoutent vont dire hey, 2 à 3 % c'est monstrueux, une différence énorme. Au niveau de ça, ça permettrait d'aller chercher du financement, de rendre le financement plus accessible aussi. Les entrepreneurs qui ont besoin d'un prêt de 50 000, puis ça leur prend, dans le fond, plein de demandes pour obtenir juste 30 000, c'est même pas suffisant pour démarrer leur projet. Donc, des prêts puis du financement beaucoup plus accessibles, ça serait ça la première solution. Puis, c'est sûr que, mettons, des formes d'accompagnement, de mentorat adapté, c'est toujours bienvenu. Mais on le sait, les entrepreneurs en parlent souvent. Le premier stop en entrepreneuriat, c'est l'argent, c'est le cash flow. Alors, sur la question des inégalités, je ne sais pas trop le sens de la question qui est posée, mais il faut quand même se rappeler que les emplois qui sont créés au Québec sont à 87 % créés par des PME. Le gros du marché de l'emploi sont dans des PME, c'est 64 %, je pense, de tous les emplois. Je ne me souviens plus du chiffre, je vais peut-être me faire reprendre, là. Mais dans ces échelles-là quand même. Et les emplois, c'est ce qui permet, avec le paiement de nos impôts, de contribuer à l'assiette fiscale et ce qui permet qu'on s'offre des écoles et des milieux de santé. Fait que c'est un ensemble. Tout ça, c'est un écosystème, c'est pas bien ou mal, c'est de la manière qu'on équilibre les morceaux, je pense, qui est la meilleure stratégie d'égalité. C'est-à-dire que l'État a besoin d'avoir des ressources pour que nous offrons, parce que l'État, c'est nous, là. On s'offre des écoles, des soins de santé, etc. Et pour se créer cette richesse-là, il y a
de réduire nos importations, ça a un effet, d'exporter davantage, ça a un effet, d'avoir des emplois à valeur ajoutée ici, ça a un effet, mais c'est tous ces éléments-là contribuent à l'assiette fiscale. Fait que tout est dans tout. Alors, je pense que c'est une question éminemment complexe, la question égalité-inégalité dans ça. Je pense que le Québec est une société relativement égalitaire. Évidemment, il y a de la place pour l'amélioration dans plusieurs sphères, mais par rapport à l'ensemble de notre fonctionnement, il y a quand même quelque chose qui est du domaine de la répartition de la richesse par le paiement de nos impôts puis de nos contributions avec nos taxes. Là, certains vont dire c'est trop, c'est pas assez. Bon, on peut avoir des longues conversations là-dessus, mais je pense que l'entrepreneuriat est un élément essentiel de cette question-là. Et comme c'est lié à l'humanité et que ce qu'on fait avec l'argent de l'État est lié à notre humanité aussi, je pense que ça peut se regarder de plusieurs angles possibles, l'angle sociologique étant particulièrement intéressant. Il se couple avec l'économie. C'est pas pour rien que ce sont tous des sciences, toutes des sciences humaines, n'est-ce pas? Oui. Marc, Étienne? Tu as beaucoup travaillé sur l'accompagnement. Excusez-moi, c'est parce que je suis en train de répondre sur le chat en même temps. Étienne, alors? Écoutez, écoutez, je peux peut-être juste résumer. C'est une question qui intéresse les économistes et les fiscalistes depuis plusieurs années. Je rappelle qu'il y a eu une commission d'examen sur la fiscalité en 2015 au Québec, la commission Godbout. Plus de 100 recommandations dans cette commission d'examen-là. De mémoire, il y en a à peu près une douzaine qui touchaient l'entrepreneuriat, le repreneuriat et qui visaient essentiellement à rétablir une neutralité dans les activités économiques, c'est-à-dire qu'un emploi ou entrepreneur, et éventuellement pour utiliser l'efficacité qui était générée par cette neutralité-là pour atteindre des objectifs d'équité, d'égalité intergénérationnelle dans la population. À ce que je sache, moi je me rappelle, à l'UQTR, on avait reçu les ministres Létao à l'époque, je crois que c'était en 2017, et je lui avais posé la question, où en êtes-vous dans votre mise en œuvre des recommandations de la commission d'examen Godbout? Et il m'avait dit que, bien honnêtement, que la fiscalité, ce n'est pas un sujet très populaire au Conseil des ministres. Et donc, évidemment, lui pouvait proposer plusieurs choses, mais que l'intérêt politique, la complexité associée à ça, faisait en sorte que c'était très difficile. D'où, je pense, que l'intérêt de la chaire Recherche Jeunesse, je pense l'intérêt de ce webinaire-là, c'est plus en plus de gens sont conscients de l'importance de ces petites règles fiscales-là qui ont des retombées importantes, tant au point de vue de l'équité, non seulement intergénérationnelle, mais de l'équité aussi entre les sexes, étant donné les compétences, l'éducation et ainsi de suite. Je pense que c'est très, très, très important. Le message doit passer que d'être entrepreneur, puis je peux vous donner, je suis en train de travailler sur un rapport là, pour le CETEC, et il y a cette vision-là au niveau fiscal, que quand tu es entrepreneur, tu es en train d'essayer de jouer le système pour payer moins d'impôts. Je pense que ça ne reflète pas les bénéfices qui sont associés à l'activité entrepreneuriale. C'est-à-dire que les gouvernements mettent trop d'emphase sur l'évitement fiscal, pas assez d'emphase sur les opportunités et la richesse créée par l'activité entrepreneuriale. Et ça, c'est un équilibre, là, je vous l'annonce, il va y avoir un rapport dans une couple de semaines, on est en train de fignoler tout ça, qui va arriver et qui va dire clairement que l'équilibre, la neutralité fiscale pour les entrepreneurs et les repreneurs, les cédants et ainsi de suite, c'est très, très, très important. En primaire, c'est l'équivalent de 11 milliards par année de richesses créées, comparativement à la fraude fiscale qui équivaut à peu près à 10 à 15 millions par année. L'ordre de grandeur est complètement démesuré. Et donc, ça suggère justement d'encourager les gens comme Evelyne qui ont des projets entrepreneuriaux, particulièrement en région, justement de les encourager et d'arrêter de leur mettre des bâtons dans les roues parce qu'on craint que Evelyne va faire 100 $ sur un gain en capital.
Alors que la richesse créée est absolument énorme. Je m'arrête là. Merci, Marc. Alors, je voudrais inviter M. Michel Brousseau, qui vous avez posé plusieurs questions tout au long du chat, au début aussi sur les risques qui impliquent de devenir entrepreneur, est un lien avec le soutien et l'accompagnement pour réduire ces risques-là. Donc, j'aimerais vous inviter à poser vos questions maintenant. On pourra passer ensuite à une dernière question ou aux commentaires. Je pense qu'il y a un participant, Nadia Ranja, qui fait un beau témoignage. Peut-être on pourra aussi laisser la place aussi au témoignage et pas seulement aux questions. Donc, Monsieur Brousseau, si vous voulez bien poser votre question. Bonjour, je vous remercie beaucoup pour la présentation. Dans la présentation du GEM, il y a eu un élément extrêmement dynamisant, soit l'entrepreneuriat émergent hybride. Et je me demandais, dans le temps de la COVID, est-ce que ce n'est pas un bon moyen pour minimiser les risques? Qu'est-ce que vous en pensez? Et donner plus de confiance à l'entrepreneur naissant, à entreprendre. Merci. Je peux peut-être me lancer. En fait, la question des risques, c'est aussi la question inverse des opportunités. Tu sais, parce que quand tu démarres un projet d'affaires, tu as aussi des opportunités. Puis face à la COVID, et je suis en train de faire une recherche justement sur cette question-là, avec des entrepreneurs qui font face justement à la pandémie. Il y en a, ce n'est pas des risques qu'ils ont eu à gérer, c'est des opportunités hallucinantes, c'est des carnets de commandes qui n'en finissent plus, c'est des heures et des heures de travail, parce que justement, ça a créé des opportunités. Fait que le fait d'être justement hybride, plus ou moins engagé dans le projet, ça a des avantages quand le projet est plus ou moins, finalisé, puis qu'il y a plus ou moins, autrement dit, de volume d'affaires qui est généré par le projet, puis qu'on est encore à l'étape où on est en train de définir le projet puis de tâter le pouls du marché. Mais pour d'autres, au contraire, d'être hybride, ça peut être un frein parce que là, tu as encore ton emploi salarié puis tu as un carnet de commandes qui pourrait déborder puis tu manques ces opportunités-là. Fait que je dirais que c'est très contingent, autrement dit, des secteurs d'activité et de l'impact que la pandémie a eu selon les mesures de distanciation sociale. Puis, et donc, dans ce contexte-là, je pense que certains hybrides qui ont peut-être manqué des bonnes opportunités de devenir des entrepreneurs à temps plein puis de se dévouer, puis d'autres, ou de se dédier pour utiliser un mot qui va faire plus plaisir à Manon. Puis je suis d'accord avec toi là-dessus. Et donc, voilà, donc il y en a d'autres peut-être que justement, ils ont peut-être évité des risques parce qu'ils ont conservé un emploi salarié. Mais par ailleurs, même le marché de l'emploi a connu plusieurs problèmes. Il y a plein de gens qui se sont retrouvés sans emploi du jour au lendemain. Fait que le risque n'est pas juste en entrepreneuriat, le risque est aussi dans le salariat d'une certaine façon. Fait que, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pire? C'est difficile à répondre de manière absolue à cette question-là. Ce qui met en évidence pour le parcours d'emploi en général de jeunes que la diversité existe. Il faut donner des réponses qui donnent des solutions à diversité de profils aussi. Non? Juste une petite anecdote. Pendant la COVID, j'enseignais un cours à un groupe de 27 étudiants au MBA en visioconférence. Et c'était très intéressant parce qu'il y avait des salariés habituels qui sont là pour monter dans les échelons. Eux étaient très, très, très inquiets. Et il y avait le petit groupe d'à peu près 7-8 entrepreneurs, vraiment des entrepreneurs qui travaillent dans des jeunes entreprises dynamiques. Et eux, ils disaient, non, ils disent, c'est magnifique les opportunités qu'on a en ce moment. On veut développer des produits, on veut développer des nouvelles approches. Le contraste était très, très, très intéressant. C'était fantastique d'entendre ces messages-là. Et c'était tous des gens entre 22 et 30 ans à peu près. Donc, ça correspond très bien, là, je pense, à ce qu'Étienne vient de dire. Je trouve que c'est intéressant. Maintenant, comment ils s'apparaissent les risques, donc, à travers toutes ces interventions que vous faites? Je comprends. Peux-tu reprendre? Comment il apparaît les risques, mais aussi les besoins de soutien à travers toutes ces centaines d'interventions qu'il faut s'entreprendre? Si tu veux bien commenter. Tu parles des risques par rapport à COVID, là? Les risques en général de se lancer en entrepreneuriat, je dirais. Bien, en fait, on voit tout le spectre.
Il y a des gens qui, momentanément, étaient sans emploi, qui se sont mis à gosser des masques. Puis là, finalement, ils ont parti un projet d'affaires, ils se sont mis à 4, puis ils ont acheté des machines à coudre. Puis bon, fait que c'est un exemple classique que tout le monde a sûrement vu passer quelque part, mais ça, c'est des traits. Alors, il y a des gens qui ont changé leur chaîne de production. Il y a des gens qui sont ramassés plutôt en situation inverse, à remettre en question leur fait d'être entrepreneur parce que là, ils venaient de payer pour un local, de signer quelque chose. Il y a des timings, hein. Il n'y a pas juste cet humain-là. Cet humain-là, ce n'est pas un super-héros à l'abri de tout. Là. Des fois, ça tombe mal. D'autres fois, ça tombe bien. Puis d'autres fois, c'est l'humain qui le reçoit, comment il était équipé pour recevoir, comment il l'était moins. Ça fait que c'est complexe. C'est à la fois c'est quelqu'un qui venait de partir à son resto, de signer un bail, puis toute la patente, son nouveau concept, puis il venait d'imprimer un paquet de trucs, s'acheter ses premières commandes, puis là, il n'ouvre pas. Là. Lui, il a mis sa maison peut-être là-dessus. Ce qui fait que là, on n'est pas du tout dans la même expérience que quelqu'un qui a déjà son usine, ses affaires, puis dit OK, qu'est-ce que je vais pouvoir faire qui va avoir une chaîne d'approvisionnement plus solide, puis qui va répondre aux besoins du moment, puis qui va se revirer. Fait qu'il y a les humains, puis il y a les contextes, puis les expériences, puis le timing, puis toutes sortes de paramètres. Fait que nous, quand on a reçu les projets au défi aux entreprises cette année, là, c'était le 10 mars la date limite. On avait, c'est quasiment triste à chaque fois que je le dis, on avait 64 325 humains qui avaient fait des projets, qui les avaient déposés. Puis le 13 mars, on ne pouvait plus les étudier, les projets, parce que les changements s'en venaient à un rythme de plus en plus grand qui fait que ce qu'on avait reçu n'était plus adapté à la réalité. C'est pas qu'il n'était pas intéressant ou pas performant. Certains ont fait comme ça, d'autres n'ont juste pas eu lieu. Mais on ne pouvait pas poser un jugement parce qu'ils n'ont pas été réfléchis dans le contexte actuel. Fait que nous, on a fallu passer notre tour pour cette fois-ci, mais ça démontre quand même qu'il y a une activité intense. Là, ce qu'on va voir, ce qu'on va pouvoir mesurer, c'est la suite. On va faire notre petit bout comme les autres intervenants là, pour contribuer à la lecture, puis accompagner le mieux possible ceux qui font le pas, ceux qui ont l'audace, ceux qui ont de feu sacré, ceux qui... Puis il y a pas toutes les... il y a des profils très affirmés, mais il y a des gens plutôt introvertis qui sont d'excellents entrepreneurs aussi. Il y a tous les genres. C'est que vraiment, chaque humain trouve sa manière d'être entrepreneur quand ça l'allume puis ça le nourrit. Donc, cette question-là de risque est très complexe. Nous, on fait de notre mieux pour les accompagner et on fait notre stratégie du lien qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on s'assure d'être en lien. On a 350 répondants locaux. Et là, on a passé des appels à chaque humain pour dire « Salut, comment ça va? » Parce que ces gens-là parlent à d'autres entrepreneurs, parlent à des intervenants scolaires. Ils sont des maillons d'une chaîne. Donc, on a un rôle à jouer pour leur motivation, puis une écoute, puis s'assurer d'être synchro avec eux. Fait que notre stratégie du lien est comme ça, pour que chacun soit un peu plus fort, pour faire que ceux qui en ont besoin sur le terrain aient un accompagnement. Merci beaucoup. Alors, c'est un film. On a abordé les 20 minutes, donc on va plus, je vais dire, on va créer, nous, les risques de frustration variés, mais je voudrais par contre laisser juste une minute le micro à Nadia, qui depuis tout à l'heure, il a fait des commentaires autour de comment l'entrepreneuriat peut être aussi un véhicule pour des jeunes de certains secteurs, des situations plus défavorisées. Donc, et avec ces commentaires, ensuite, on va faire un mot de clôture et finir ces panels en s'excusant d'avoir débordé, mais aussi content d'avoir discuté ensemble. Donc, Nadia, si tu veux bien… Oui, bonjour. Oui. Moi, mon témoignage, c'est par rapport aux enfants qui sont en difficulté. J'enseigne depuis longtemps aux enfants dysphasiques qui ont des difficultés de langage, mais qui s'en sortent très bien quand il s'agit de projets entrepreneuriaux. J'ai vu, par exemple, pendant le COVID, j'ai enseigné par team et puis j'ai vu les enfants, je leur ai demandé de demander à leurs parents de les aider à faire une recette. Mais moi, c'était à l'écrit, juste les 3 étapes, ingrédients, préparation et durée de cuisson et les quantités. Je voulais mesurer l'objectif, enseigner l'objectif des mesures en mathématiques. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les enfants ont inventé toutes sortes de recettes et il y en a qui se sont filmés par leurs frères, par leurs soeurs, par leurs parents et qui m'ont présenté ça. Ceux qui ne sont pas arrivés à m'envoyer ça par courriel, ils l'ont envoyé par texto, des vidéos, des petites vidéos. Je trouvais extraordinaire comme créativité et même les enfants qui ne parlaient pas, qui avaient de la difficulté à s'exprimer,
eh bien, évidemment, ils se sont exprimés, ils se sont forcés. Je trouvais ça très, très encourageant par rapport au projet qu'on avait fait aussi en classe l'année dernière, parce que je les garde comme 2 années, les élèves. Donc, c'est ça que je voulais dire, que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui valorise beaucoup les jeunes. Et si on leur donne aussi les moyens, eh bien, ils peuvent s'en sortir très bien. Merci beaucoup. Alors, aussi rappeler, il y a Stéphane de Place aux Jeunes en Région qui nous rappelle du sondage récent qui a été réalisé par les chantiers de l'économie sociale, le projet sismique, qu'on connaît bien, Stéphane, parce que Étienne a beaucoup aussi conseillé à un moment donné lors du déroulement du sondage, moi un petit peu aussi, mais je suis moins experte que lui pour pouvoir le faire. Donc, bien sûr, les chantiers d'économie sociale, c'est un partenaire de la Chaire Jeunesse aussi, donc on est bien au courant de ces sondages et maintenant aussi ça complète avec ces rapports réalisés par Marc et Étienne. Donc on doit clôturer, on voudrait rester, mais voilà, on ne peut pas tout faire. Et donc je remercie tout d'abord les auteurs pour ce gros travail qui n'a pas duré une semaine, mais plusieurs mois, et aussi d'échanges, et aussi de réflexions, aussi de vous sortir de la zone du confort et vous interroger avec des questions qu'on pose toujours les sociologues de la jeunesse aussi, pas seulement de l'entrepreneuriat. Donc, merci beaucoup pour ce rapport qui sera disponible sur le site d'Étienne, de Marc, aussi du site de la Chaire Jeunesse. Merci à nos chers panélistes, aux Entreprendre, Éric Darbo aussi, qui n'est pas dans les écrans, mais c'est lui aussi qui a piloté la co-organisation avec la Chaire Jeunesse et qui est membre de la Chaire Jeunesse avec Aux Entreprendre. Donc, merci Manon, merci Evelyne aussi pour partager ton expérience. On est très contente de voir une femme entrepreneur donner l'exemple ou le contre-exemple, ce qui montre les données. Donc, merci beaucoup. Merci aussi l'équipe d'organisation. Il y a Sandrine et Alice que vous voyez juste un nom qui ont géré l'organisation, notamment Alice, d'avoir piloté la logistique, s'est formée en webinaire parce que ça pose un défi pour nous, milieu universitaire. Les milieux entrepreneurs les plus habitués, mais certains non, comme nous, comme moi. Et merci aussi les publics et les participants. Vous êtes très nombreux à avoir participé. C'est fascinant que ça a eu de l'écho, cette thématique, un temps de confinement, déconfinement, et qu'on puisse continuer à s'intéresser à ces questions. Donc, je vous invite à suivre les informations et les travaux qui continuent à se faire, soit du côté des Marc Étienne, soit du côté de la Chaire Jeunesse, soit du côté sur l'entrepreneuriat collectif, sur peut-être entrepreneuriat hybride, on verra bien qu'est-ce que ça donne, avec Aux Entreprendre et d'autres partenaires sociaux de la Chaire qui travaillent sur l'entrepreneuriat. Je vous remercie à tout le monde. On peut activer, si vous voulez, une seconde le micro, les panélistes pour remercier, pour dire un mot, mais on va devoir bientôt clôturer. On sait qu'il y a des engagements partout et on a déjà abordé 26 minutes aussi. Donc, merci à tout le monde. Merci. Merci tout le monde. Merci Maria. Merci. On mettra en ligne la vidéo, ça a été enregistré, donc vous pourrez accéder à des parties que vous voudrez voir ou des données à consulter. Excellent.